Eh bien les amis, on est parti pour l'invité de la semaine et cette semaine un invité de marque en la présence de Ahmed Agne, le cofondateur de Kiun, éditeur maintenant désormais historique en France, on peut le dire, hein, qui nous fait l'honneur de sa présence. Salut Ahmed. Salut tout le monde. Alors ouais, du coup il y a une photo d'Ahmed parce que niveau caméra c'est un petit peu compliqué. En tout cas la webcam d'Ahmed, mais on l'entend et franchement, elle est incroyable. On l'entend et c'est le principal. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Ahmed. Donc, on espère que tu vas passer un bon moment parmi nous. J'en doute pas un seul instant. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter? Donc oui, je suis Ahmed Agne, je suis cofondateur et directeur éditorial des éditions Kiun. On est un acteur qui existe depuis 2004 maintenant sur le marché français. Et puis on a la chance et l'honneur de publier des séries comme Bright Stories, Silent Voice, Beastars, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et plein d'autres encore. Totalement. Donc on va bien sûr parler de pas mal de ces titres, dont Jujutsu Kaisen, qui est un peu le sujet principal, mais on va parler d'abord de ton parcours rapidement. Je sais que tu l'as déjà raconté plusieurs fois dans plein d'interviews, notamment à travers une petite BD, là, un petit manga de quelques cases. Je crois que c'était le premier confinement, vous lâchiez des petites cases de temps en temps, des petites pages tout au long du Ouais, au départ, on avait fait ça pour l'anniversaire de Kim, et c'est l'autrice de Green Mechanic, Yamishin, qui a dessiné ces strips pour nous, et qui raconte un peu les coulisses de la création de la boîte et des petites anecdotes rigolotes. Et donc mon profil, comme celui de Cécile, mon associé avec qui on a monté la boîte, est très simple, hein. On est des grands fans d'animation japonaise, de manga. On a découvert ça tous les deux, on était au collège, par le biais des dessins animés qui étaient diffusés notamment sur le Club Dorothée ou la 5. Quand on était gamin, on faisait pas forcément le rapport avec le Japon. Pour nous, on avait juste des dessins animés qui avaient le point commun de nous plaire parce qu'il y avait un vrai développement des personnages, on pouvait s'y identifier, et puis ça cassait clairement avec ce qu'on avait en dessin animé en France avant, qui était souvent du dessin animé court américain, Tom et Jerry et compagnie, qui sont des choses qui m'ont accompagné aussi dans ma jeunesse, mais dans lesquels j'étais beaucoup moins impliqué que ces dessins animés-là qui sont venus du Japon par la suite. Et donc, une fois arrivé au collège, on a commencé à faire le point commun et à comprendre que tous ces Yamamoto et tous ces Yamazaki avaient pour origine commune le Japon. Et donc, on a commencé à s'intéresser naturellement et plus au Japon et à sa pop culture. Voilà, moi j'adorais dessiner quand j'étais au collège et encore plus au lycée, donc à l'époque j'enregistrais les dessins animés qui me plaisaient, j'enregistrais Sanseiya, j'enregistrais Ranma et demi, et puis dès que je tombais sur une scène qui me plaisait, je mettais pause, je sortais mon carnet et puis je dessinais. Et comme j'étais pas trop mauvais pour copier, je vendais mes dessins dans la cour de récréation à l'époque. Un businessman dans l'âme dès le départ, hein, donc ça m'a payé quelques kebabs à l'époque. Et donc voilà, une fois arrivé au lycée, j'ai découvert une librairie qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui était la librairie Tonkam. Tonkam, l'éditeur, existe encore évidemment, mais au départ, c'était une librairie qui importait des mangas en version originale, qui importait des LD, des bandes originales de DA, ce genre de choses-là. Et quand j'ai découvert ça, ça a été la révélation, quoi. Parce que c'était on avait les dessins animés avec les doubleurs français, etc. Mais là, c'était mon premier accès direct au produit original. Et donc, ça m'a tout de suite donné envie de découvrir plus le japonais, la langue déjà, pour m'approprier ça un petit peu plus et pour arriver à lire les mangas directement et pas avoir cet énorme décalage qu'il pouvait y avoir entre la diffusion de l'animé en France et ce qui se passait réellement dans l'histoire en live au Japon, quoi. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on s'est tous les deux retrouvés à la fac de japonais, où on a croisé Greg aussi de Kurokawa, qui est originaire de la même fac que nous, et que voilà, ces 4 années passées à la fac n'ont évidemment pas arrangé ou calmé le truc. Je
suis parti une première fois dans le cadre d'un échange d'un mois au Japon dans une famille japonaise. Ça appréhendait un petit peu parce qu'on ne sait jamais, quand on va dans un pays qu'on a fantasmé pendant longtemps, on ne sait jamais si ça va être à la hauteur de l'image qu'on s'en fait. Et non, c'était vraiment une expérience incroyable et j'ai eu envie d'y retourner, mais pas en tant que touriste, d'y travailler, d'y vivre vraiment. Parce que vous savez ce que c'est quand on va dans un pays en tant que touriste, tout se passe bien. Vous êtes là, vous visitez des musées, vous allez dans des parcs, tout est neuf, vous êtes que dans le plaisir de la découverte. Sauf si on vous a volé votre portefeuille à l'aéroport, mais en général, ça se passe super bien. Moi, j'avais envie d'y être et d'y vivre vraiment pour savoir, au-delà de l'aspect touriste, pour vraiment comprendre la société japonaise, comprendre les Japonais, et puis aller un petit peu plus loin que juste ma passion pour le manga, l'animation et les jeux vidéo. Et donc, j'y suis retourné de 99 à 2001, j'ai vécu, j'y ai travaillé. Dans une mairie, une toute petite mairie à la campagne japonaise. Et c'est après ces 2 années passées au Japon et l'expérience professionnelle dans la production de films publicitaires qu'on a décidé avec Cécile de monter Kino. Voilà, le parcours en accéléré. Concrètement, c'est très bien, mais c'est un très beau parcours, et surtout quand on voit aujourd'hui qu'est-ce que c'est devenu. Franchement, c'est très cool. Mais ce qui est marrant finalement, c'est que on avait reçu Greg justement il y a quelques mois maintenant dans l'émission. Il nous avait aussi raconté un petit peu son truc de la fac. Il nous avait même parlé de toi justement dans la fac. Donc on a les deux échos des deux côtés. Donc c'est plutôt marrant. Donc, après, il n'y a pas de mystère hein. Dans ces années de fac, il y a énormément de gens qui étaient là pour les mêmes raisons et qui se sont tous retrouvés dans l'industrie du jeu vidéo, du manga, de l'animation. C'est logique. Hein. Et c'est une des forces du manga et de l'animation, c'est que au-delà de juste être des produits de consommation, ça provoque vraiment ça crée des vocations en fait. De la même manière que tu as énormément de gens qui sont inscrits, à mon époque en tout cas, au volley, après avoir vu Jeanne et Serge ou au foot en regardant Captain Tsubasa, ça a aussi donné envie à des gens de devenir auteurs, ça a donné envie à des gens comme moi de devenir éditeurs, ça crée des vocations. Quoi. Totalement. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu nous parles beaucoup d'animés qui t'ont marqué. C'est quoi les premiers mangas finalement qui t'ont aussi un peu fait rentrer dans le Moi, les premières choses qui m'ont vraiment, vraiment accroché, c'est Mystery Cité d'Or, qui était une coproduction franco-japonaise, parce que j'étais un passionné d'histoire, de mythologie, et les Mystery Cité d'Or, je pense pas que vous avez lu, parce que c'est pas de votre génération, mais ça racontait le périple d'un Espagnol en Amérique latine. C'est un merveilleux dessin animé, super bien raconté, avec des petits documentaires à la fin qui donnaient un éclairage historique et culturel vraiment bien fichu. Il y a eu ça, il y a eu Saint Seiya, il y a eu City Hunter qui était un énorme coup de cœur, Ranma et demi, et puis dans les trucs plus anciens, Cobra. Alors là, je pense que tu parles plus des animés, Ahmed. Hein. Là, je suis dans l'animé, ouais, absolument. Ouais, moi, ma question, c'était plus sur parce que les animés, tu t'en avais cité pour te dire. Les mangas, pardon, j'avais compris. Ouais, non, c'est pas grave. Les Cités d'Or, en l'occurrence, on l'a quand même connu, je pense. Hein, ça s'était rediffusé quand même pas mal sur. D'accord. Okay. Ah, j'entends pas Xela. Je crois que Xela, il veut parler, mais je l'entends pas. Hein. Je sais pas. Moi non plus, j'entends plus. Donc les Cités d'Or, en tout cas, non, on a connu avec les petits documentaires à la fin, effectivement. Ouais. Ma question, c'était plus les mangas à papier, du coup. Les tout premiers, de manière assez naturelle, ça a été les mangas qui étaient à l'origine des dessins animés que je regardais à l'époque. C'est bon, ça. Donc, clairement, époque Tonkam, les premiers trucs que j'ai achetés en japonais, c'était des tomes de City Hunter, c'était des tomes de Dai no Daiboken, c'était des tomes de Ranma. Et en français, ça a été les premières choses qui ont été disponibles en France. Ça a été Akira, évidemment, chez Glénat, comme beaucoup de monde. Vidéo Overlay aussi, qui était une des toutes premières publications de Tonkam. Effectivement. Je les ai derrière moi, hein. Je fais le geste parce que je les ai derrière moi. Ok, c'est de très bons titres. Hein. Franchement, t'es entré par la grande porte, on va pas se mentir. Et du coup, t'en arrives à la création de Kiyun. Comment ça s'est fait concrètement avec du coup, la cofondatrice avec Cécile. On s'emmerdait tous les deux un petit peu dans notre boulot. Elle était traductrice, elle traduisait des bouquins jeunesse
La guerre des clans, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc avec des chats qui se battent dans la jungle, c'est un énorme succès de littérature jeunesse. Elle a traduit ça, elle a traduit des biographies de chanteurs de rock et des trucs comme ça. Ça lui plaisait, le métier de traducteur, mais le fait de... C'est un métier qui est particulier et qui est compliqué parce que tu es tout seul chez toi du matin au soir, tu n'as pas forcément d'interaction avec d'autres personnes, donc il faut être câblé pour supporter ce genre d'environnement de travail. Elle, ça commençait à lui peser un petit peu. Et moi, pareil, dans mon bureau de production, là, je faisais des pubs pour des clients japonais, Toyota, Mitsubishi, Kanebo et compagnie, et c'était super formateur et instructif, mais j'avais pas envie de faire des pubs de voiture toute ma vie. Et dans le même temps, le marché du manga était en train de vraiment se structurer et d'exploser en France. Il y avait Jacana, Glénat, Pika, tout ça qui était présent. Et on ne se retrouvait pas forcément dans ce qui était publié à l'époque. Dans le sens où nous, on avait évidemment à l'époque commencé par la lecture de Shonen, avec toutes les séries que je vous ai citées là. Mais quand on est allé au Japon, quand on est arrivé au Japon, on a découvert tout un pan de la production japonaise qui n'était pas vraiment visible du côté français. C'était le seinen en l'occurrence. Moi, l'endroit où je vivais, où je travaillais au Japon, c'est la préfecture de Tottori. C'est la préfecture dont est originaire Taniguchi notamment. Il vivait la petite ville dont il parle dans le quartier lointain, là, Kurayoshi, c'est la ville qui est juste à côté du bled dans lequel j'étais moi. Donc j'ai découvert un peu la région et le bled au travers des créations de Taniguchi. Et je connaissais pas du tout ça. Je connaissais le manga pour le côté shonen, blockbuster, aventure, etc. Mais le côté plus introspectif que j'ai retrouvé aussi avec des mangas de Tsuge ou d'autres. Tout ça, je connaissais pas. Et donc, on se disait tout simplement que c'était dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de mangas de ce type-là. On n'était pas aussi à l'époque ultra satisfait de la qualité des traductions et de la qualité de fabrication des bouquins, ce qui était normal, hein. Il ne s'agit pas de dire que les éditeurs étaient nuls à l'époque et que nous, on allait arriver en sauveur du manga, ce n'était pas ça le constat, c'est juste que c'était un marché qui était très jeune, qui était en train de se structurer. Les traducteurs, souvent, les éditeurs les trouvaient, ils étaient encore sur les bancs de la fac, ils n'étaient pas vraiment professionnels, ils n'avaient pas eu de formation, etc. Nous, on avait envie d'arriver avec notre vision qu'on espérait un petit peu plus professionnelle et dans la traduction et dans le texte et dans la fabrication des bouquins. Parce que pour le coup, on aime bien l'objet livre, on aime bien les beaux livres, on aime bien les beaux objets et on voulait absolument arriver avec une qualité de fabrication qui rend hommage. Aujourd'hui, ça paraît moins évident parce que tous les bouquins sont à peu près bien fabriqués quand même. Tous les éditeurs font à peu près bien le taf, mais à l'époque, tu pouvais ouvrir un manga en deux, il se cassait, quoi. Donc, il s'arrachait. C'était les imprimeurs n'étaient pas tous équipés pour faire du manga, pour fabriquer du manga proprement. C'était pas évident. Et voilà, on avait tout simplement envie de publier des bouquins dont on serait fier et dont on estimerait qui seraient bien traduits, qui seraient bien adaptés, qui seraient bien fabriqués. Et qui correspondrait à un nouveau public de lecteurs qui, comme nous, auraient grandi avec le shonen et qui auraient envie pas forcément de tourner le dos au shonen, mais de découvrir des choses qui seraient un petit peu plus profondes dans le traitement, différentes du point de vue du dessin et de l'approche des personnages et du scénario. Totalement. Franchement, c'est archi cool en tout cas. Je voulais qu'on revienne rapidement aussi sur la ligne éditoriale un petit peu de Kiyun. Est-ce qu'elle a changé finalement en quasiment bientôt une vingtaine d'années d'existence? Est-ce que ta ligne éditoriale finalement, est-ce qu'elle a bougé? Est-ce qu'elle a évolué? Ou est-ce que tu es resté sur quelque chose de... Alors, le truc qui n'a pas bougé, c'est qu'on s'est toujours dit qu'on ne ferait pas du manga pour faire du manga. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le délire de se dire il faut qu'on ait, je sais pas, 30 mangas seinen, 30 shonen, 30 shoujo qui sortent tous les ans. On n'était pas là pour remplir des catégories en quelque sorte. On voulait toujours fonctionner en mode on lit un manga, il nous plaît, on a un coup de cœur, on croit en l'auteur, on croit en la série, on le publie.
C'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont très différents dans le catalogue et qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre dans les différentes catégories du catalogue Kiyun. Le seinen est surreprésenté, le shonen arrive en deuxième et le shoujo arrive en troisième. Pas parce que je déteste le genre ou quoi que ce soit, juste parce que je trouve moins de bouquins qui me parlent et qui me correspondent dans cette catégorie-là, tout simplement. Donc, on ne se force pas. Si ça ne nous plaît pas, si ça ne nous parle pas, quand bien même c'est un genre ou des types de séries qui fonctionnent commercialement en France, on n'y va pas, tout simplement. Donc ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est le pool d'éditeurs japonais auquel on avait accès au fur et à mesure du temps. Et ça, forcément, ça a un impact sur les titres que tu choisis. Pour faire très simple, au départ, les éditeurs japonais n'avaient pas envie de travailler avec nous parce que on avait zéro expérience dans le manga game. On n'était pas adressé à un gros groupe ou à un gros éditeur. Et à l'époque, encore une fois, il y avait déjà Pika, il y avait Glénat, il y avait Kana, il y avait Delcourt, il y avait Tonkam, il y avait du monde. Et tous ces éditeurs-là avaient déjà noué des relations privilégiées avec pas mal d'éditeurs japonais. Donc, il fallait faire ses preuves, quoi. Grosso modo, ils nous ont tous reçus en disant écoutez, pourquoi pas, mais faites vos preuves, publiez votre premier manga et revenez nous voir et on verra comment ça se passe. C'est pour ça qu'au tout départ de Kiyun, les premiers titres qu'on a publiés étaient des mangas de création originale d'auteurs qu'on a trouvés sur le Comiket et qui étaient là pour nous aider à faire nos preuves en quelque sorte. Donc on a commencé à débloquer petit à petit des catalogues d'éditeurs. On a commencé avec ASCII Media Works, Kadokawa, et puis on a ouvert les portes de Square Enix, qui a été notre premier véritable gros partenaire et qui a beaucoup pesé dans l'histoire de Kiyun parce que Square Enix, c'est un éditeur de jeux vidéo au départ, c'est pas un éditeur de manga historique. Ils sont pas structurés avec un catalogue shoujo, seinen, machin. Eux, ils sont éditeurs de jeux vidéo. Ce qu'ils cherchaient, c'est des mangas et des thématiques qui correspondent à leur cœur de cible, qui étaient adolescents, jeunes adultes, grosso modo. Et donc, il y avait plein de titres dans leur catalogue qui correspondaient pile poil exactement à ce qu'on avait envie de faire, de publier. Et donc, voilà, ça a été notre premier gros partenaire et celui qui a été surreprésenté et qui nous a accompagnés pendant les 6-7 années qui ont suivi la première signature de contrat avec eux en 2008. Donc, de 2008 à 2015, grosso modo, on était très Square Enix. C'est la période pendant laquelle on a publié Hubelblatt, Pandora Hearts, qui ont été d'énormes succès. Ces deux séries qui ont toutes les deux dépassé le million d'exemplaires vendus en France. On a fait Kurokami jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a fait Jackals, on a fait Doubt Judge et compagnie. On a fait, bref, on a eu beaucoup de succès issus du catalogue de Square Enix, dont on était extrêmement content. Mais comme ils ont cette production qui est extrêmement ciblée, cette couleur éditoriale-là, elle était surreprésentée dans notre catalogue. On a connu une vraie évolution du moment aussi où on a commencé à travailler avec Shogakukan et Kodansha, qui eux sont des éditeurs historiques et qui ont des catalogues seinen pur et dur, beaucoup plus développés. Donc en signant avec Kodansha, on a pu développer une ligne qui nous tenait à cœur depuis un moment, qui est celle de manga historique. On a fait Cesare chez Kodansha, qui a été un gros, qui raconte l'histoire des Borgia, la Renaissance italienne, qui a été un gros succès chez Kiyun. Chez Shogakukan, on a fait Hideout de Kakizaki, qui était un manga d'horreur, qui a été notre premier titre chez eux et qui a été un gros succès aussi. Enfin, bref, le fait de travailler avec ces éditeurs-là, ça nous a donné accès à d'autres titres, comme Silent Voice, comme Green Blood, et qui complétaient les titres qu'on pouvait avoir chez Square Enix, qui étaient un petit peu plus ados. Okay. Donc c'est ça qui a évolué dans le catalogue en fait. Et quand on a débloqué le dernier boss, Shueisha, évidemment, là ça nous a donné aussi accès aux blockbusters Shonen Jump comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen,
qui étaient là aussi des titres auxquels on n'avait pas du tout accès auparavant. Pour autant, on n'est pas devenu, on s'est pas jeté à fond les ballons là-dedans, et on n'a pas 15 titres du Shonen Jump au catalogue. Évidemment, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, c'est les séries qui sont les plus visibles parce que c'est tellement gros, c'est tellement présent que ça prend beaucoup de place, et c'est très bien, c'est normal, et ça attire plein de lecteurs au manga, donc ça c'est super. Mais en termes de production et de type de série qu'on sort, le ratio Seinen 60%, Shonen 30%, un petit peu plus de 30%, il a pas trop bougé avec le temps en fait. Ok. Non mais c'est vrai que tu dis, c'est vrai qu'il y a finalement peu de titres de Shueisha chez Kiun, mais quelque part les peu que t'as, je suis désolé, mais c'est les gros titres du moment, hein, on va pas se mentir, les My Hero Academia qui marchent ultra bien, encore plus à l'étranger, aux États-Unis, en France également. Jujutsu Kaisen qui fait du. On peut dire qu'on s'est pas trop loupé. Je pense que sur les titres qui sont parus dans le Jump sur les 10 dernières années là, on a pris, enfin de mon point de vue en tout cas, on a pris les deux qu'il fallait prendre. Et c'est pas facile parce que on pourrait croire que c'est facile en fait de publier une série du Jump, mais c'est les séries les plus difficiles à choisir en fait. Parce que quand tu signes une série du Jump, tu sais que tu t'engages pour 10 ans. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai envie de publier des choses parce qu'elles me plaisent et parce qu'elles me parlent. Et My Hero Academia comme Jujutsu Kaisen, c'est vraiment des séries que j'ai choisies parce qu'elles m'ont plu. Il y a plein de séries du Jump sur lesquelles je ne me suis pas positionné, sur lesquelles je ne me serais pas positionné, même si elles fonctionnent très bien. Et il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne me suis pas positionné dessus parce qu'elles ne me plaisaient pas. Là, ces deux-là, je les aimais vraiment. Et c'est important parce que quand tu sais que tu vas venir au bureau et que tous les jours, pendant 10 ans, tu vas faire des réunions avec ton staff, avec tes équipes commerciales, en disant, bon, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, voilà ce qu'on va faire pour les 6 prochains mois. Bah, si tu y vas juste pour l'attrait commercial du truc et que ça ne te parle pas, tu peux te sentir sale très très rapidement, quoi. Est-ce que d'ailleurs, c'est une question que je me posais, est-ce que pour toi, il y a eu un avant et un après My Hero Academia pour Kiun? Parce que à l'époque ça a été un succès mais monstre dès le départ. Est-ce que en termes de boîte, en termes de statistiques, toi comment tu le perçois? Est-ce qu'il y a un avant ou un après? Bien sûr, mais pour autant, je pense que le public ne situe pas forcément qu'avant My Hero Academia, en 2015, on était déjà le 4e plus gros éditeur du marché. Et aujourd'hui, on est encore 4e. Ce que ça a changé, c'est que autant le top 3 était complètement inaccessible avant My Hero Academia, autant aujourd'hui, avec My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, on commence à les titiller sévèrement et je pense qu'on va pouvoir être dans le top 3 à moyen terme. Ce qui n'était pas possible avant, parce que tu es obligé d'avoir des séries de ce type-là pour être dans les plus gros éditeurs Le top 3 qui est peut-être pour les... Glénat, number 1, évidemment, hein, Dragon Ball, One Piece... ça aide. Ça pèse énormément dans les ventes de toute façon. Donc Glénat, Pika 2 et Kana 3. Okay. Les éditeurs historiques, quoi. Oui, totalement, c'est ça. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être expliquer également que... ils sont taffés. Et tu peux aussi expliquer également rapidement peut-être la différence entre Kiun et des grands groupes... Parce que Kiun, c'est indépendant, mais il y a un groupe derrière ou pas du tout? Il y a quelque chose derrière? Non, pas du tout. Complètement indépendant. Et Cécile et moi, on est les seuls actionnaires de la société. Là où effectivement, Pika appartient au groupe Hachette, Kana appartient à Média Participation, donc c'est des gros groupes et qui ont, sur le papier en tout cas, beaucoup plus de moyens que nous. Ça, c'est pour le coup une des choses que My Hero Academia a changé aussi, c'est qu'avant My Hero Academia, on était plus ou moins obligé tous les ans de faire un miracle ou 2 ou 3. Le succès de Kiun, il s'est beaucoup construit sur des séries relativement courtes. Je sais pas, Silent Voice par exemple, c'est plus de 400 000 exemplaires vendus, mais c'est une série en seulement 7 tomes. Doubt tout à l'heure. Pardon? Ouais, je parlais de Doubt tout à l'heure, pareil, 4 tomes.
400 000 Euh, exemplaires vendus. Je parle des séries Tetsuya Tsutsui aussi qui ont été des gros succès, mais qui étaient soit des one-shots, soit des séries en 3 tomes. Bref, tous les ans, on était obligé de trouver une série qui allait devenir une grosse vente pour nous et qui allait nous permettre de continuer à nous développer sereinement. Et c'est pas évident, d'autant plus que toutes les séries qui ont connu du succès chez Kiun à cette époque-là, c'était pas forcément des gros succès au Japon. On a réussi à en faire des succès au Japon, mais Hubble Black, par exemple, tu demandes à un Japonais dans la rue ce que tu as lu du Hubble Black, ben non, ils ne connaissent pas cette série qui est complètement confidentielle. Et ça a été un gros succès en France. Pareil pour tout ce qui est Down, Judge, King's Game et compagnie. C'est proportionnellement beaucoup plus populaire chez nous que ça l'a été au Japon. La collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft, là, actuellement, qui a un énorme succès critique et commercial, c'est lu par très peu de monde au Japon. Donc nous, on a longtemps fait notre succès, et c'est plutôt une fierté, sur le fait de prendre des séries qui ne sont pas forcément des gros succès au Japon, qui ne sont pas identifiées, mais qui correspondent au goût du lecteur français, grosso modo. Et ce que My Hero Academia a changé, c'est que pour la première fois, on avait une série qui a un carton monumental et dont on savait dès le départ qu'elle allait durer plusieurs dizaines de tomes. Et ça te laisse le droit à l'erreur en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut faire une année sans. On y reviendra peut-être plus tard avec 2020 qui était une année bien chelou. On va en parler. Ouais. Le fait d'avoir des séries comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, ça t'apporte quand même énormément de sécurité. Totalement, j'imagine. C'est ça la grosse différence. Et évidemment, on est devenu légitime auprès de Shueisha, de Kodansha, de Shogakukan pour aussi traiter ce genre de série-là, ce qui n'était pas forcément le cas à leurs yeux auparavant. Ok, très bien. On va faire rapidement une petite parenthèse sur My Hero Academia parce que j'avais Kai qui n'est pas là aujourd'hui dans l'émission, qui est un très grand fan, qui est d'habitude avec nous et qui est un très grand fan de My Hero Academia. Il avait quelques questions quand même à te poser, donc je vais les poser pour lui. Gros bisous à Kai qui est très occupé actuellement avec ses études. Il demandait rapidement comment se sont fait les collaborations avec les dessinateurs de Marvel et DC pour les couvertures alternatives et tout. Pour les couvertures alternatives, ouais, bah ça tout simplement c'est un projet que j'ai pitché à Shueisha il y a 4 ans maintenant, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, parce que My Hero Academia, comme vous le savez, c'est un manga, l'auteur il est vraiment, c'est pas pour faire semblant, il est vraiment fan de comics US, et ça a été l'inspiration principale pour son manga. Et je trouvais que ça faisait sens et que c'était cohérent de boucler la boucle et de renvoyer des éditeurs de comics US, de leur demander de faire des hommages en quelque sorte à My Hero Academia et de voir comment des auteurs américains s'approprieraient un shonen en quelque sorte. Ouais. Et donc j'ai pitché ça à Shueisha. Kohei Horikoshi était super partant. Il nous a même fait une petite liste d'auteurs dont il se disait qu'il adorerait les voir dessiner des personnages de My Hero Academia. Et puis, je suis parti de cette liste-là pour creuser les premières collaborations. Et la toute première, notamment Ryan Stegman, qu'on a sorti là en début d'année. C'est un auteur que moi, honnêtement, je ne connaissais pas du tout à l'époque, parce que j'ai lu du comics, mais je suis beaucoup plus loin de cet univers-là aujourd'hui, qui est un de ses auteurs préférés, qui a dessiné du Spider-Man notamment. Il était au sommet de sa liste, il voulait absolument que ce soit lui, donc je l'ai contacté. Il a dit, mais carrément, mes enfants sont giga fans de My Hero Academia, on regarde l'animé ensemble, et puis voilà, tout simplement, on a échangé sur les personnages, le type d'illustration que je recherchais, et puis voilà, les dessinateurs dessinent, on envoie ça en validation à Kohei Horikoshi, et puis voilà. Donc ça, c'est super kiffant à faire. Et on a vraiment de la chance que Shueisha nous autorise à le faire déjà, parce que c'est pas évident. Je pense qu'il y a plein de maisons d'édition qui nous auraient mis un stop assez rapidement. Mais c'est très très chouette et on a des collaborations de fou là à venir. Voilà. Ok. Rapidement aussi sur My Hero. Est-ce que le spin-off humoristique qui s'appelle My Hero Academia Smash est potentiellement prévu, en tout cas est-ce que tu l'envisages de sortir un jour en France? Est-ce que le volume 0 sera peut-être réimprimé? Et est-ce que du coup le volume Rising, qui n'est jamais sorti en France,
est-ce que tu penses, qui était distribué je crois au cinéma par contre au Japon, Ouais. est-ce que tu penses les sortir un de ces quatre? Voilà, Alors, pour les fans de je My Hero. ne vais rien annoncer en termes de licence de toute façon, Oui. comme vous vous en doutez. Bien sûr. Mais pour le 0, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne sera pas réimprimé. Pour la simple et bonne raison que quand on a eu l'autorisation de l'exploiter, ce qui était très compliqué, très compliqué, parce que pour ceux qui ne s'y situent pas, c'est un mini bouquin qui est sorti au Japon à l'occasion du premier film de My Hero Academia et qui mélange. Alors, il y a une mini-histoire dessinée par Kohei Horikoshi qui est disponible que dans ce tome 0, et il y a des éléments qui sont liés au film d'animation. Et quand vous avez des bouquins, des projets comme ça qui mélangent le manga et l'animé, c'est super compliqué parce qu'il faut l'autorisation de plein de gens. Ça ne dépend pas que de Shueisha, ça dépend aussi de Toei. Et clairement, on nous a dit, vous pouvez le faire, mais c'est un one-shot, c'est-à-dire vous faites un tirage, et une fois que ce tirage est épuisé, il est épuisé et basta. Par contre, pour ce qui est du prochain, le R, qui est sorti à l'occasion de Rising, sans vous dire que ça va sortir, évidemment, on y travaille et on fait tout pour que ce soit le cas. Bon, voilà, Kai, les fans de My Hero. Évidemment, vous verrez, quoi, mais pour les fans de My Hero Academia, techniquement, vous n'avez pas trop à vous faire de soucis, quoi. Jusqu'à présent, on a sorti les romans, on a sorti les guidebooks, on a sorti ce tome 0, on fait plein de goodies et des opérations commerciales autour de la série. L'idée, c'est quand même de donner à la communauté le maximum des choses qui sont produites au Japon. Et en tout cas, quand ça ne se fait pas, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais nous, évidemment, qu'on est dans l'idée de sortir le max de choses. Bon, les Kai, les fans de My Hero Academia, j'ai fait le taf. Voilà, j'ai posé les questions que vous vouliez à tout prix avoir, donc je l'ai fait. Mais grosso modo, le message, c'est détendez-vous, ça va bien se passer. Oui, voilà. Donc bon, voilà, on se comprend. Donc on est aussi là pour parler pas mal de Jujutsu Kaisen. Xela, est-ce que tu veux peut-être poser une question sur le Jujutsu Kaisen? Alors, moi, je vais pas vous mentir, il y a un petit truc un peu compliqué tout à l'heure, c'est que Ahmed, je l'entends en retour du stream. C'est pour ça tout à l'heure, je t'ai coupé un peu sans faire exprès, donc là, je n'entends pas si tu me réponds. Pose la question et c'est pas grave, tu t'écouteras. Moi, du coup, tout à l'heure, tu as parlé de la sélection chez Shueisha, de quand tu devais choisir un titre du Jump, parce que comme tu disais, c'était un engagement et tout. Jujutsu Kaisen, pourquoi en fait se positionner sur Jujutsu alors que au départ, et d'ailleurs avant l'animé c'était un peu le cas, il n'y avait rien, je pense, qui annonçait que ce soit particulièrement un hit. Donc je pense du coup c'est plus vraiment un coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a parlé toi dans Jujutsu? Qu'est-ce qui a fait que tu dis ok, notre carte Shueisha, on l'utilise maintenant, on l'utilise pour ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, déjà, honnêtement, j'étais persuadé que ça allait cartonner. J'étais persuadé que ça allait cartonner parce que c'est super raccord avec ce qu'est le lectorat du Jump aujourd'hui. Le Jump, alors on ne sait pas forcément, mais tu as plus de 50% des lecteurs du magazine aujourd'hui qui sont des adultes, qui ont plus de 20 ans. Et tu as une grosse tranche du lectorat même qui a plus de 35-40 ans. Et du coup, les éditeurs du magazine, ils doivent jongler un peu avec cette équation-là. Ils doivent à la fois trouver des bouquins qui plaisent aux jeunes lecteurs, parce que l'ADN du magazine et la lettre de mission du magazine, c'est de prendre des lecteurs de 9-10 ans et de les accompagner pendant toute leur jeunesse, toute leur scolarité jusqu'à l'âge adulte. Et en même temps, ils doivent composer avec une partie du lectorat qui est de plus en plus importante, qui est des routards du shonen, qui ont lu des kilomètres de shonen et qui ont envie de continuer d'en lire, mais qui sont en même temps un petit peu fatigués de le pouvoir de l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et Jujutsu Kaisen, il se trouve exactement dans cette entre-deux-là. C'est-à-dire que si tu es un jeune lecteur de 10, 11, 12, 13 ans, tu as l'impression de lire quelque chose qui est au-dessus de ta tranche d'âge, et en général, les jeunes, ils aiment quand même plutôt bien ça. Et si tu es un vieux de la vieille, tu lis un shonen avec les recettes du shonen que tu aimes bien, mais avec un traitement des personnages et de leur évolution qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus qui est beaucoup moins naïf et optimiste que le shonen de base en quelque sorte. Ça c'est pour le côté
pourquoi ça fonctionne. L'éditeur de la série au Japon, qui s'appelle Monsieur Katayama, qui est un mec brillant, et qui est aussi la personne qui a fait Demon Slayer au Japon, donc qui est plutôt ça va. Il décrit Jujutsu Kaisen comme un seinen pour les jeunes et un shonen pour les vieux. Bah, c'est exactement ça. Et en France, on arrive aussi de plus en plus dans cet entre-deux-là, parce qu'on a plusieurs générations de lecteurs qui se sont superposés. Il y a des lecteurs de la première génération comme moi qui ont passé la quarantaine, qui continuent à lire du manga. Il y a ceux qui ont raccroché les wagons avec Naruto, Fairy Tail il y a 10, 15, 20 ans qui sont toujours là. Et il y a la génération des petites sœurs et des petits frères qui ont découvert ça dans la bibliothèque de leur frangin ou de leur frangine et qui découvrent le manga aujourd'hui. Et Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui a le potentiel de plaire à toutes ces générations de lecteurs, en fait. Ça, c'est pour le côté pourquoi ça a fonctionné, pourquoi je pensais que ça allait fonctionner. Après, je trouve que l'auteur, déjà, il a un trait qui est hyper reconnaissable et hyper atypique, très nerveux, limite crayonné, etc., qui l'aide à se distinguer de plein d'autres choses qui sont sur le marché, qui sont, de mon point de vue, plus lisses, plus propre peut-être, mais plus lisse. Et il a un traitement des... Si tu réfléchis bien, les personnages de Jujutsu Kaisen, de tous les mangas qui fonctionnent bien aujourd'hui, de tous les shonen blockbusters qui fonctionnent bien aujourd'hui, les personnages de Jujutsu Kaisen sont ceux qui sont le plus ancrés dans notre modernité. Je sais pas, tu prends l'Attaque des Titans, c'est de la fantasy, Promised Neverland, c'est une réalité alternative, My Hero Academia, c'est pareil, c'est un monde un petit peu parallèle. Jujutsu Kaisen, c'est des lycéens d'aujourd'hui qui vont au cinéma, tu as plein de références ciné dans Jujutsu Kaisen, qui ont des téléphones portables et qui communiquent vachement par le biais des réseaux sociaux, qui ont des problématiques d'adolescents d'aujourd'hui. Les personnages féminins, leur vie ne tourne pas autour du fait d'être amoureuse du héros de l'histoire. Nobara, elle s'en fout d'un autre monde. Maki, elle s'en fout d'un autre monde. C'est des personnages féminins qui existent par eux-mêmes et qui sont super intéressants et auxquels on peut s'identifier très facilement. Elles sont pas que badass, je veux dire. Déjà, elles sont ultra badass, mais elles ont aussi beaucoup de substance. Ces personnages sont super bien développés, leurs interconnexions sont super bien gérées, et c'est un auteur qui a l'intelligence d'avoir à la fois il a plein de références, et il s'en cache pas, il les cite. Il a grandi avec Bleach, il a grandi avec Yu Yu Hakusho, et il dit clairement qu'il s'est inspiré de ces auteurs, mais contrairement à d'autres auteurs sur d'autres séries qui ont beaucoup d'influence, mais qui se noient un petit peu dans ces influences-là, lui, je trouve que plus l'histoire avance, plus clairement il a complètement digéré ses influences et il arrive à faire quelque chose de neuf et de différent avec. Okay. Et voilà, moi j'ai lu quand on a décroché la série, il y avait l'équivalent de 7 ou 8 tomes de parus au Japon. Et au moment où on s'est positionné dessus, on avait passé le tome 5 et il y avait l'équivalent de 6 tomes et demi en prépublication à peu près. Et je trouvais tout simplement qu'on sentait déjà bien la progression des personnages, qu'on sentait un univers qui avait beaucoup de potentiel et un auteur qui savait où il voulait emmener ses personnages. Et voilà quoi. Moi, j'ai accroché assez immédiatement. Ouais, t'as eu le flair. Est-ce que d'ailleurs, tu parles d'acquisition, est-ce que du coup, il y a eu des difficultés rencontrées à ce moment-là? Est-ce que d'autres gens étaient dessus? Est-ce que c'était un peu la bagarre en interne ou c'est toujours la bagarre. De toute façon, une série du Jump, il faut partir du principe que c'est toujours la bagarre. Il y en a plus ou moins selon les séries. Et honnêtement, Jujutsu Kaisen, mais comme My Hero Academia à l'époque, c'est pas forcément les séries sur lesquelles les éditeurs se sont le plus énervés. Peut-être parce que comme tu le disais tout à l'heure, ou comme tu le laissais entendre, c'est pas forcément les plus évidentes sur le papier. Et les éditeurs ont plutôt tendance à s'énerver sur des séries sur lesquelles tu sais dès le départ que c'est vendu d'avance, quoi. Ouais, totalement. Le succès de Jujutsu Kaisen tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est incroyable.
Est-ce que, bah, déjà à l'époque, en fait, je me rappelle, anecdote, voilà, à la soirée Jujutsu Kaisen pour la presse, fut une époque, c'était il y a très longtemps, Ahmed. Au détour d'une conversation, tu nous disais que déjà à l'époque, tu savais à peu près quand est-ce que l'anime. C'était une époque où l'anime n'était pas encore annoncé vraiment, on n'avait pas la date précise, on savait pas où ça allait sortir en France. Aujourd'hui, on sait. Est-ce que toi, du coup, à l'époque, tu travaillais déjà de concert un peu avec Crunchyroll, tu savais quand est-ce que l'anime allait sortir? Parce que franchement, là, le timing, il est un peu parfait, là, parce que le tome 8 qui fait suite directement à l'animé. En gros, voilà, si vous lisez le tome 8, c'est directement quasiment. Enfin, c'est la suite de l'animé. Est-ce que du coup, il y a eu, ça a été fait exprès, ça a été calculé, ou c'est du pur hasard? Ouais, non, le timing, il était clairement calculé. C'est aussi pour ça qu'au mois d'octobre, au moment du lancement de l'animé, on avait une double sortie. On avait le tome 0 qui est sorti en même temps que le tome. C'était 6 ou 5, je sais pas. 5, je crois. Enfin, il y a eu une double sortie en simultané et il y a eu un coffret avec les 3 premiers tomes qui étaient là pour que les gens qui découvrent les premiers épisodes de l'animé puissent embrayer directement sur le manga s'ils avaient envie. Donc, ces informations-là, évidemment, on les avait parce qu'on travaille main dans la main avec Shueisha et avec les ayants droit de l'animé assez tôt pour pouvoir caler nos efforts de communication. Parce que comme tout le monde le sait aujourd'hui, l'arrivée d'un animé, c'est vital dans le développement et dans l'explosion d'une série, même si Jujutsu Kaisen avait super bien démarré déjà avant l'arrivée de l'animé. Mais par contre, je ne savais pas à l'époque de la soirée de lancement qui était en février, donc je ne savais pas que l'animé allait être chez Crunchyroll parce que ce n'était pas décidé à l'époque. Okay. C'est pour ça qu'à la soirée de lancement, il y avait les gens de chez Crunchyroll, il y avait les gens de chez ADN, il y avait tout le monde parce que c'est super important pour nous de sensibiliser tous les éventuels futurs diffuseurs de l'animé à l'importance qu'on accorde à cette licence-là et aux efforts qu'on va développer pour essayer de l'imposer chez nous, quoi. Ouais. Là, surtout, je vais rajouter, là, du coup, la qualité était vraiment, pour le coup, de Jujutsu Kaisen au rendez-vous. C'est aussi une des bonnes raisons de pourquoi elle a autant explosé. Ouais. Est-ce que tu prévoyais vraiment une telle direction, une telle réalisation, vraiment un tel soin apporté à l'adaptation animée? Alors, le truc, c'est que ça fait aussi partie de notre métier, d'avoir un petit peu les coulisses des rédactions et de connaître les éditeurs des séries. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je connais M. Katayama, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai échangé avec lui. Je savais qu'il était responsable éditorial sur Jujutsu Kaisen et je connais sa philosophie quant au développement des séries animées, philosophie qu'il avait déjà appliquée sur Demon Slayer. Donc voilà, après tu fais, ça c'est le métier, mais tu fais 1+1, tu sais très bien que quand la série est entre les mains d'un mec qui réfléchit comme ça, il y a peu de chances qu'il donne ça, cette série-là qui en plus avait super bien démarré dans le magazine, qui était bien notée, qui avait des performances commerciales qui étaient très très intéressantes avant même le début de l'animé, il y avait peu de chances qu'il donne ça à un studio tout pourri, quoi. Et après, effectivement, après avoir échangé avec lui un petit peu plus tard, on a su à qui il comptait donner la série, quel réalisateur ils avaient en tête, quel type de développement ils avaient en tête pour la série. Et voilà. Mais ça fait partie effectivement du métier d'éditeur d'enquêter en coulisses pour que l'investissement que tu fais sur une série il soit aussi accord et cohérent avec ce qui se passe du côté japonais. Parce que pour le coup, si tu investis un rein et un poumon sur une série en pensant qu'elle va faire une meilleure académie de Jujutsu Kaisen, mais du côté japonais, ils ne sont pas trop chauds et qu'ils n'ont pas envie de parler plus que ça sur l'adaptation, etc., tu le fais atterrir ce que tu fais. Alors là, Ahmed a une voix un petit peu robotique, j'espère qu'on ne va pas le perdre. Chez moi, ça va. Chez toi, ça va. Allô, Ahmed? Moi c'est comme ça depuis le début, mais je prends sur moi. Ok, attends, Ahmed parle. Je vous entends parfaitement. Ok, c'est bon, ça sert d'aller. C'est bien pour moi, je ne l'entends plus. ok, c'est bon, c'est parfait alors. Voilà, Jujutsu Kaisen, c'est vrai que c'est un succès retentissant. Est-ce que, déjà, je sais que dès le départ, ça avait bien marché quand même en France, tome 1 et 2. Est-ce que suite à la fin de l'animé plutôt, il y a eu un reboost, un regain, on va dire, dans les ventes? Est-ce que les tomes 1 se sont vendus, encore plus vendus? Est-ce que c'est directement le tome 8 qui a été boosté? Comment t'as vécu, en termes de stats aussi, comment ça s'est... Alors déjà, pendant
la diffusion de l'animé d'octobre à janvier, les ventes de tome 1 et les ventes de nouveautés étaient exceptionnelles. Et c'est en plus, ça coïncidait avec le fait que l'année était très particulière, avec les confinements, le Covid, etc. Et que la fin d'année en librairie, de manière globale, était super costaud. Donc, on a eu des ventes extraordinaires de Jujutsu Kaisen pendant la diffusion de l'anime. Pour vous donner un ordre de comparaison, My Hero Academia, qui est notre plus gros succès à date, on est proche des 5 millions d'exemplaires vendus. On était très largement en avance sur les historiques de My Hero Academia au même moment. Et donc, de facto, c'était notre meilleur lancement de tous les temps. Et après la diffusion de l'animé, non seulement on a eu une explosion littéralement par rapport au tome précédent au moment de la sortie du tome 8, qui prend la suite directe de l'animé, grosso modo, mais aussi sur les premiers tomes de la série. Okay. Donc, clairement, la fin de l'animé n'a pas signifié un essoufflement des ventes. Au contraire, les gens ont voulu rester connectés à l'univers, quoi. Donc, soit qu'ils commencent la série, soit qu'ils la poursuivent directement avec le tome 8. Ça a été plus fort après que pendant l'animé. Donc, c'est assez rare et extraordinaire. Et tu penses, bon, pour terminer, pour conclure sur Jujutsu Kaisen, est-ce que tu penses que du coup, l'avenir de Jujutsu Kaisen va être radieux ou est-ce que ça va peut-être un petit peu baisser? Est-ce que ça va continuer à exploser? Est-ce que ça va... Non, c'est que le début, hein, parce que, alors, sans faire de spoiler, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la série et qui la suivent, et contrairement à Demon Slayer aussi, qui a explosé au moment où la série se terminait au Japon, là, Jujutsu Kaisen, l'histoire est loin d'être terminée. Et en plus, dans l'animé, on va arriver à un arc, sans faire de spoiler, un arc celui de Shibuya, qui est absolument phénoménal. Quand on va arriver à ce stade-là dans l'adaptation animée, ça va être l'explosion nucléaire, quoi. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais quand on va en arriver là, ça va être la folie à tout point de vue. Donc c'est loin d'être terminé. Voilà, Ahmed qui nous hype bien pour la suite de Jujutsu Kaisen. Moi personnellement qui lis que les tomes, j'ai hâte de découvrir la suite. C'est une série qui se bonifie avec le temps et au fur et à mesure des tomes. Donc ça va bien se passer. Clairement. On va conclure du coup la parenthèse Jujutsu Kaisen. Tu as commencé à parler du coup de l'année 2020 qui a été assez spéciale, je pense, pour tout le monde, hein. Bien sûr. C'est quoi du coup finalement le bilan maintenant après tout ça pour Kiyun? Est-ce que ça s'est plutôt bien passé? Que tu l'as dit quand même, Jujutsu Kaisen et My Hero ont quand même bien carry, je pense aussi notamment dû au fait que c'est souvent des titres qui sont aussi commercialisés dans les grandes surfaces. Donc ça a dû pas mal aider également. Mais sur les autres titres, comment ça s'est plutôt passé de votre côté? Sur le papier, ça avait tout pour être une année de merde, parce que, comme vous le savez, on a une des séries qu'on a lancée en 2020 et dans laquelle je croyais énormément, qui s'appelle Actage, a été annulée au mois d'août parce que son scénariste est un fumier, voilà, tout simplement. Ça, c'était dur, c'est un gros coup dur parce que éditorialement, d'abord, c'est une série qui était incroyable et qui apportait énormément de fraîcheur et de nouveauté au shonen. C'était super complémentaire de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen. Et il y avait des arcs absolument phénoménaux à venir dans Actage. Donc, éditorialement, c'était vraiment... c'était horrible de devoir mettre un terme à la publication de cette série. Et c'est une série aussi dans laquelle, évidemment, on avait beaucoup investi, donc financièrement, ça a été un gros coup dur. Ça s'est passé comment, cette annulation? Après, il y a le Covid, évidemment. Et le paradoxe, c'est que malgré tout ça, on a fait une super bonne année. Pour une raison très simple, et ça, c'est pas un constat qui est propre à Kiyun, c'est le cas de tous les éditeurs de manga, grosso modo. C'est que comme pendant toute l'année 2020, quasiment, on a été dans une situation de non-concurrence culturelle et économique, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas aller au théâtre, ils ne pouvaient pas aller au ciné, ils ne pouvaient pas faire de concerts, ils ne pouvaient pas aller à Japan Expo, manger au resto, voyager à l'étranger, etc.
bah, le paradoxe, c'est que les Français étaient enfermés chez eux et qu'en même temps, ils avaient plein de thunes à dépenser. Cet argent-là, bah, ils l'ont dépensé dans les livres, dans les jeux vidéo et dans les plateformes de streaming. Et nous, comme on est dans un segment qui déjà au départ allait très bien, le marché du manga déjà se portait très bien en France depuis un long moment, ça a été un peu la fête, ça a été un peu Noël pour tous les éditeurs de manga en fait, parce que tout le monde a surboosté son budget manga en quelque sorte. Donc malgré ça, malgré ces trois mois quasiment de fermeture et malgré la pandémie et tout ça, ça a été une super année et une grande partie des séries qu'on a lancées en 2020 se sont très très bien comportées. Et en 2021, encore plus. Ouais, donc c'est à peu près les échos qu'on a, hein. C'est que de tout le monde, hein. L'année 2020 a été particulièrement bonne par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Ouais. Et c'est le cas aussi chez Kiyun. C'est vrai que tu as parlé d'actage. Ouais. C'est là qui te demandait un petit peu comment ça s'est passé cette annulation. C'est vrai que moi, pour moi, vous avez. C'est quoi? C'est Shueisha qui vous a forcé plus ou moins. Ah, tu n'entends pas, Xela, désolé. Merde, parce que dans le chat, ça se moquait de moi du coup, parce que tu m'avais pas répondu. Apparemment, il t'entend pas. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, la question, c'est un peu comment ça s'est passé. Cette annulation qu'on a aussi un peu. Qu'on n'a pas vu venir, comme toi, je suppose. Je pense d'ailleurs que vous avez fait le bon choix, hein, évidemment, en annulant ça. Mais comment ça s'est passé finalement? Est-ce que, en termes de. Parce que avec la Shueisha, etc., en termes de contrat, je pense que c'est des choses quand même assez dures. Non, ils ont été très compréhensifs. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir qu'on avait le choix. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas forcé à arrêter la série. C'est un choix que j'ai fait moi-même. On était engagé contractuellement dans la série. Si on avait voulu la continuer jusqu'au tome 12, qui est le dernier tome paru au Japon, on pouvait. Il n'y avait pas de problème. Et honnêtement, économiquement et financièrement, c'est la solution qui nous aurait coûté beaucoup moins cher. Parce qu'on aurait pu rentabiliser notre investissement sur le long terme, même avec le bad buzz, ça faisait rentrer des sous, quoi. Donc on a eu le choix. On pouvait soit arrêter, soit continuer. Moi, en fait, je suis plutôt quand même de l'école qui est de dire une œuvre artistique ne commet pas de crime. C'est-à-dire que Actage n'est pas devenu un moins bon manga ou un mauvais manga parce qu'un de ses auteurs est un connard. Ça reste un excellent manga. Ceci étant dit, à partir du moment où l'autrice, la dessinatrice, la pauvre, qui n'a absolument rien à voir avec le schmilblick, c'est désolidariser du manga, l'a effacé carrément de ses bios, etc. Il ne voulait plus en entendre parler. Moi, j'estimais qu'à partir du moment où l'autrice disait moi, je m'arrête là, je n'étais pas légitime à continuer la publication de son bouquin. Parce que ça nous mettait en porte-à-faux par rapport à sa volonté à elle. Et ça, c'est le truc que je ne voulais pas. S'il y avait eu une solution qui était trouvée du côté japonais, mais honnêtement, c'était très compliqué, où il y a un autre scénariste qui prenait le relais, ou éventuellement la dessinatrice continuait toute seule, etc., peut-être que la décision aurait été différente, mais ça n'aurait quand même pas changé grand-chose du point de vue moral, parce que les 12 premiers tomes, ils étaient de toute façon scénarisés par le même type, et ça voulait dire de toute façon lui donner de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Mais cette question ne s'est même pas posée, puisque voilà, à partir du moment où la dessinatrice disait voilà, moi cette série elle n'existe plus pour moi, je ne me sentais pas légitime à continuer la publication d'une série, d'autant plus que nous, on était qu'au tome 2. Ça voulait dire 10 tomes de plus, ça voulait dire au bas mot 2 ans de continuer à publier une série dont l'autrice s'était désolidarisée, donc ça ne faisait pas sens, tout simplement. Vrai. Donc ça a fait mal au portefeuille, mais c'était la meilleure décision à prendre, je pense. Ouais, du coup, je ne sais pas s'il m'entend, si tu peux répéter. Est-ce que du coup, il n'y a eu aucun arrangement fait de la part de la Shueisha, si ce n'est vous dire, si vous voulez, vous continuez, mais concrètement, ils ne vont pas rembourser la licence, il n'y a pas eu de... Voilà, quoi. Alors, Ahmed, je ne sais pas si tu as entendu. Non, du coup, c'est une question. Du coup, ouais, ce qui posait comme question, c'est que finalement, financièrement, tu as quand même dû mettre la main à la poche. Ils vous ont pas remboursé quelque chose ou quoi que ce soit. Vous imaginez bien que les coulisses des négociations et des contrats avec Shueisha, je peux pas bien sûr. Je peux pas en parler. Je peux juste vous dire, parce que j'ai beaucoup vu, on a beaucoup rapporté le scénario dans les fantasmes qu'il pouvait y avoir dans les réseaux sociaux, etc.
c'est qu'on n'a pas eu une série en échange pour compenser, parce que ça n'existe pas. Okay. Les éditeurs, les ayants droit, une série, un auteur, on défend les intérêts d'une série et d'un auteur. Et si on part du principe que parce qu'un éditeur a été floué sur une série, il faut lui donner une autre série pour le compenser, bah on ne fait pas son travail d'agent et d'ayant droit, tout simplement. Donc ça n'existe pas. Je le précise parce qu'on a eu beaucoup de façons, ils vont être compensés, on va leur donner le prochain gros titre de choix, je ne sais pas quoi, j'aurais bien aimé, mais non, ça va. Bon, en tout cas, on espère que la dessinatrice arrivera à rebondir. Je sais qu'elle a fait un one-shot. Ouais. On espère qu'elle reviendra qu'une série. Non, clairement, Shueisha a l'air de vouloir la soutenir et l'encourager. En plus, honnêtement, alors je ne sais pas si vous lisiez, si vous suiviez Actage ou pas, mais elle a un trait extraordinaire, elle a une manière de dessiner les yeux et les expressions de personnages, et elle a un talent pour les illustrations couleurs qui est c'est fou, quoi. Donc non, clairement, je pense qu'on entendra encore parler de Usagi Sensei. Ok, très bien. On a parlé un petit peu de la situation du marché du manga en 2020. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ce premier semestre 2021, qui est tout bonnement incroyable en termes de chiffres, encore une fois. On en a parlé dans plusieurs précédentes émissions. Je voulais savoir un peu ton avis sur ça, en fait, sur l'explosion du manga, mais encore plus, de plus en plus. Et cette année, c'est encore une année record. Hein. Enfin, quand tu compares les chiffres de ce premier semestre 2021 à celui de 2020 et celui des autres années, c'est en constante évolution. C'est quoi un peu toi, ton ressenti, ton point de vue sur ça, et aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de titres, et de bons titres d'ailleurs, qui sortent partout, chez toi, comme chez tes confrères. C'est quoi un petit peu toi, ton ressenti sur ça? Alors, mon ressenti, c'est qu'il faut bien se rendre compte que même si le marché du manga il se porte super bien et qu'il va continuer à bien se porter, il faut se rendre compte que, si je devais faire une comparaison vidéoludique, je dirais que c'est comme si on avait l'étoile dans Mario Kart en ce moment. Donc, tout est un peu cheaté, en fait. Donc, les chiffres qu'il y a actuellement sont tellement dingues qui ne sont pas forcément représentatifs de ce que sera le marché une fois que la situation se sera un petit peu normalisée. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, le marché du manga, ça fait 6 ans maintenant qu'il est sur une progression à des chiffres tous les ans. Il se porte super bien. C'est dû en partie à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que maintenant on a plusieurs générations de lecteurs qui se superposent et aucune de ces générations n'a tourné le dos au manga. Et ça, c'est toujours le cas, ça va continuer de l'être. Donc voilà, il y a plein de raisons d'être optimiste. Il y a de plus en plus de visibilité pour l'animation japonaise, que ce soit sur les plateformes de streaming comme Crunchyroll, ADN, Wakanim, mais aussi chez des acteurs beaucoup plus mondialisés, costauds comme Netflix par exemple. Et toute cette visibilité-là, ça amène des nouvelles personnes au manga. Et ça, c'est plutôt cool. Alors bon, ça donne lieu aussi à des querelles un petit peu stupides de j'ai découvert avant toi, ou génération Netflix, ou génération ceci, etc. Mais bon, on s'en fout si on prend du recul par rapport à ça. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça amène plein de nouvelles personnes au manga, et ça en soi, c'est une très bonne chose. Et le revers de la médaille de ça, c'est que évidemment, ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux éditeurs qui se lancent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de nouveautés sur le marché, et que ça devient de plus en plus difficile d'exister sur le marché pour les titres sur le papier qui sont un petit peu plus atypiques, un petit peu plus compliqués à défendre. Mais ça, j'ai envie de dire, je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter. Je pense que ça fait partie des choses. Oui, il y aura de la casse. Oui, il y a probablement des éditeurs qui ne survivront pas à ça parce que c'est vraiment de plus en plus compétitif et les licences sont de plus en plus chères et voilà. Et c'est normal parce qu'on est sur un marché qui est à la hausse. Mais donc voilà, oui, il va y avoir de la casse, mais ça fait partie du truc. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au manga, qui découvrent le manga, et il n'y a que ça qui compte au final. Moi, quand avec Cécile, on est arrivé en 2004 sur le marché du manga, on nous regardait d'un mauvais œil parce qu'on était des petits nouveaux. Donc, qui je suis pour dire aujourd'hui que c'est pas bien qu'il y ait des nouveaux éditeurs qui arrivent sur le marché?
Ça fait plus de compétition entre nous, ça nous oblige à nous remettre en cause, et puis au final, ce sera bien pour les lecteurs. Et est-ce que tu penses pas, en fait, vu 2021, c'est un truc de fou. Tous les jours, il y a un nouveau titre qui pop, qui est annoncé ou qui sort dans les librairies et qui sont souvent très très bons. Et est-ce que tu n'as pas peur aussi à un moment qu'il y ait une surcharge un peu, et que malheureusement le portefeuille du client n'est pas illimité, on peut pas tout acheter, et le fait qu'il y ait autant d'acteurs, tu le dis, mais surtout derrière qu'il y ait autant de titres qui sortent tout le temps, est-ce que c'est pas à double tranchant quelque part à un moment? Non, mais clairement, il y aura comme je le disais, il y aura de la casse. Nous, Kiyun, on a toujours fait super attention à pas sortir trop de bouquins. C'est-à-dire qu'on est autour de 110 nouveautés à l'année depuis 6 ou 7 ans. On est stable. Les éditeurs qui sont devant nous, ils sont plutôt à 2 fois plus que ça. Donc on n'est pas vraiment dans la surproduction. On essaie de défendre chacune de nos sorties fortement. Donc oui, les portefeuilles sont pas extensibles, et une fois qu'on sortira de cette période-là où tout le monde peut consacrer son argent aux livres et en manga en particulier, et où tout le monde va retrouver le chemin des restos, des voyages à l'étranger, et donc les budgets vont se rationaliser un petit peu. Oui, il va y avoir de la casse, mais c'est les éditeurs qui en subiront le contre-coup, quoi. Pour les lecteurs, moi je pense quand même que si tu es fan de manga et si tu es fan de diversité éditoriale, c'est quand même super cool d'être en France actuellement. Parce que tu as accès à plein de types de lecture, tu as accès à plein de segments éditoriaux, à plein de types de graphismes. C'est vraiment super cool d'être lecteur de manga en France aujourd'hui. Nous, pour en parler très régulièrement avec des éditeurs italiens, espagnols, allemands, américains, etc., tout le monde est à peu près d'accord pour dire que, après le Japon, évidemment, mais le Japon, il y a 15 000 mangas qui sortent par an, on n'aura jamais ça. C'est pas le but, ce serait stupide, contre-productif. Après le Japon, moi, je considère qu'on est le pays dans lequel on a accès à la plus grande diversité de contenu pour ce qui touche au manga, et ça, c'est plutôt cool. Donc, du point de vue du lecteur, vous inquiétez pas trop. S'il y a des pots cassés chez les éditeurs, il y a des pots cassés chez les éditeurs, ça fait partie du jeu. Mais je ne pense pas que les lecteurs étaient à s'inquiéter de ça dans l'immédiat. Ouais, donc de ce que j'entends un petit peu, c'est qu'on a l'air de vivre un petit âge d'or, un petit nouvel âge d'or du manga actuellement en France. En tout cas, Xela, tu as une question? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on m'entend maintenant peut-être? On m'entend? Ouais. Ah, bah j'allais dire, arrête de poser des questions si t'entends pas, franchement. Mais vas-y. Bonsoir déjà, du coup. Non, mais, justement, tu parlais d'âge d'or. Il y a un truc qu'on constate, et qu'on en parlait encore tout à l'heure, avec Yu Hakusho qui revient. Ces licences un peu des années 80-90, elles ont le vent en poupe aujourd'hui, surtout les licences du Jump. C'est un truc sur lequel Kiyun s'est pas encore positionné. Là où par exemple Tonkam, on sait qu'ils ont Dai qui arrive, Kana, c'est à ne plus en pouvoir. Panini, il y a que ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse non, aujourd'hui ou... Non, parce que comme je disais tout à l'heure, on fait super attention à pas publier trop de bouquins. Donc je pars du principe que de toute façon, je ne peux pas publier absolument tout ce qui me plaît. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a jamais fait de patrimoine, par exemple. Ouais. J'adore le patrimoine. Je suis super content de voir des titres comme Terae arriver en France. Je suis super content de voir Tsuge à Angoulême l'an dernier. Je suis client consommateur de ces bouquins-là, et c'est génial qu'ils soient disponibles en France. Mais on ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix, parce que si tu fais tout, tu fais moins bien ou tu fais pas bien. Il y a des éditeurs qui font du patrimoine et qui le font très bien, très bien. Il y a des éditeurs qui font du shoujo, qui le font plus ou moins bien, très bien. Nous, avec Cécile, quand on a commencé Kiyun, ce qu'on se disait, c'est que si de la même manière que nous, on avait des étoiles dans les yeux quand on était gamin en découvrant Saint Seiya, City Hunter, etc., si on arrive à toucher les gamins, les ados, les jeunes adultes de cette génération-là, avec des bouquins de nouveaux auteurs qu'on aura dégotés et qu'on aura publiés, on aura réussi notre mission d'éditeur. Donc on est plus concentré sur trouver des nouveaux auteurs et développer du manga actuel et moderne que de faire du patrimoine. Encore une fois, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire.
tu parles de découvrir des nouveaux auteurs. Récemment, vous avez sorti Guess What aussi de Abensen et Ubik. Ça, il y a une petite histoire. J'ai un petit doute dessus. C'est vous qui êtes allé chercher au Comiquette ou alors ils sont fait repérer là-bas. Enfin, parce que ça sort un peu de nulle part, ça pour le coup. En fait, c'est une création originale. C'est une des particularités de Kiyun, c'est qu'on fait de la création originale depuis nos débuts. On a ouvert un bureau à Tokyo en 2015. Et j'ai 2 éditrices qui travaillent là-bas pour moi, pour m'aider à développer ce catalogue de création originale. Et donc, on va dans des salons de bande dessinée indépendants comme le Comiquette, le Comitia. On recrute des auteurs sur le web. Et aujourd'hui, on a une dizaine de séries comme ça originales qui sont publiées exclusivement par Kiyun. Donc, on a des contrats en direct avec ces auteurs-là et on est leur agent dans le monde, comme Shueisha peut être l'agent de Toei Horikoshi pour My Hero Academia, grosso modo. Donc, on les publie en France et après, on les vend à des éditeurs italiens, allemands, espagnols, tout ce que vous voulez. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à vendre nos créations originales à des éditeurs japonais. Ah, ça, c'est... Là, par exemple, on a une de nos séries qui s'appelle Lost Children, qui est un manga, un seinen de fantasy que j'aime beaucoup, qui est publié par Akita Shoten depuis l'an dernier dans le Best Shonen Champion. On a Tsugumi Project, qui est un seinen de science-fiction post-apocalyptique qui est publié dans le Young Magazine de Kodansha depuis le début de l'année. Young Magazine, c'est il n'y a pas beaucoup plus gros en seinen. C'est le magazine qui a vu naître Akira notamment. Donc, et on a d'autres séries qui sont dans les tuyaux là, qui vont être publiées par des éditeurs japonais au Japon. Donc, Kiyun, c'est le seul éditeur au monde aujourd'hui à vendre de manière pérenne des mangas aux éditeurs japonais. Et ça, c'est une immense fierté parce que ça veut dire qu'on est pas seulement un acheteur de licence, mais qu'on est reconnu aussi en tant que producteur de contenu. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Ahmed. Il a réussi à vendre leur propre produit. J'ai la chance de s'amuser et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. C'est aussi parce que tu es indépendant, je suppose. Voilà. Tu parles de contenu créé de manière originale. On peut parler aussi de tout ce qui est un peu manga français. Il y a Yamishin qui vient comme par hasard de nous quitter dans le chat. Ah, Yamishin qui était là, qui vient de nous quitter comme par hasard, pile au moment où on allait parler d'elle notamment. Donc Green Mechanic, autrice de Green Mechanic. On a la chance de la voir de temps en temps, Yamishin, sur une autre émission qui s'appelle Chimangaka. On avait des auteurs français, etc. C'est quoi un petit peu votre position? Parce que justement, on en parle dans une de ces émissions-là, on parlait un petit peu de Kiyun notamment, et on disait que vous, par exemple, pour être publié chez vous, il faut obligatoirement passer par le concours. Le tremplin manga. Donc c'est quelque chose que tu confirmes et pourquoi en fait? C'est quoi ces décisions? Pourquoi parce que ça revient toujours à la même chose, à savoir, j'ai pas envie de faire trop de bouquins. Et donc avec le tremplin manga, l'idée c'est que voilà, on fait un concours de manga, on reçoit des centaines de participations et que les finalistes, on les soumet à un jury qui est composé de moi, de partenaires français, mais aussi d'auteurs professionnels japonais. Et à chaque tremplin, il y a un auteur qui gagne et qui remporte le droit d'avoir sa série publiée chez Kiyun. Et donc, jusqu'à présent, on a Shonen avec Outlaw Players, on a Yamishin avec Green Mechanic, on a Zilo là, qui vient de gagner le dernier tremplin, qui a un projet en cours de développement. Il y a 24 heures dans une journée, je peux pas faire plus que ça en fait. Ouais. Donc l'idée, c'est pas d'avoir plein d'auteurs français, et il y en a des talentueux qui nous envoient des projets régulièrement, etc. L'idée, c'est de se dire, avec ce tremplin-là, je gère ce que je peux gérer avec un gagnant tous les 2 ans, grosso modo. Ok, très intéressant. Je vois. Et là aussi, les gérer bien, parce que l'idée, c'est pas de faire du manga français pour faire du sous-manga. L'idée, c'est que si on fait du manga français, on le fait, on l'accompagne de la même manière qu'on accompagne nos séries japonaises, en fait. Ouais. L'idée, c'est pas de le faire moins bien, donc ça demande du temps et de l'investissement. Et nous, en tout cas, on n'est pas structuré pour pouvoir faire plus que ça. Ok, super intéressant en tout cas ton point de vue aussi là-dessus. Et je sais que vous êtes nombreux, je vois dans le chat certains qui disent est-ce que si je vous envoie le truc, si je t'envoie mon dossier, est-ce que ça peut le faire? Malheureusement, c'est pas la peine. Ouais, donc vous avez la réponse.
participe au tremplin. Et peut-être que... Exclusivement pour l'instant, en tout cas. Voilà. Et apparemment, Yami est encore là, donc bisous Yami. Je l'embrasse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'autrice la plus adorable du monde. Je confirme également. En plus d'être très talentueux. Ah oui, Grain Mécanique, 6 tomes, les amis, c'est excellent, vraiment foncé. Ouais. Très très bon. Donc, gros bisous à Yamishin qui est dans le chat. Je voulais parler également du fait que. C'est quoi ton point de vue aussi par rapport au simultrad? Je sais que certains éditeurs essaient de s'y mettre de plus en plus au simultrad via des plateformes comme Isneo. Il y a aussi Manga Plus au Japon. Qui est très qui a le vent en poupe, et chez nous c'est plus le piratage malheureusement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de contrepartie, pas d'équivalent exactement. Toi, c'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Est-ce que tu vas te positionner là-dessus un jour, ou est-ce que tu penses au contraire que c'est un peu en fait, le problème c'est que quand tu dis te positionner dessus un jour, on peut pas vraiment se positionner en fait, parce que tout simplement, moi je crois évidemment au simultrad. Je pense qu'une des raisons du succès du manga, c'est justement le fait de pouvoir lire de manière feuilletonnante et régulière son chapitre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. Et que ça, c'est constitutif du succès du manga, donc c'est un élément super important. On n'a pas de magazine de prépublication comme les Japonais peuvent en avoir, donc il n'y a que le net en quelque sorte. Le problème, c'est que il ne faut pas que vos auditeurs pensent qu'il n'y a pas de simultrad en France, parce que ça n'intéresse pas les éditeurs français. Il n'y a pas de simultrad en France parce que on fait ce que les éditeurs japonais nous autorisent à faire, tout simplement. Et que là, tout simplement, dans l'état actuel des choses, on est très limité dans ce qu'on peut faire, et on n'est pas en mesure, nous, de proposer une offre de simultrad globale qui serait pertinente pour les lecteurs français, tout simplement. Est-ce que si demain Shueisha toque à ta porte et te dit My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, ce sera sur un manga plus français, on va dire, en tout cas un équivalent, ouais. Est-ce que là c'est possible? Est-ce que toi tu as le droit de refuser? Est-ce que tu as le droit comment ça se passe généralement? On sait pas vraiment comment ça se passe pour. Alors là, le problème c'est que c'est vraiment pas pour faire de la langue de bois. J'aime bien être transparent la plupart du temps quand je peux. Ouais. Mais là, on aborde des aspects de négociation, de discussion qui existent, mais pour lesquels je peux vraiment pas m'exprimer, quoi. Déjà, c'est une information, c'est qu'il y a des discussions. Donc il y a toujours des discussions. Donc, ne transformez pas ça en français prochainement, mais il y a toujours des discussions. Mais non, malheureusement, sur ce sujet-là, je peux pas m'exprimer. Mais en tout cas, sachez que évidemment le simultrad c'est pertinent. Évidemment, c'est encore plus pertinent dans un environnement où il y a plein de sites de scantrad qui proposent ça de manière non officielle à côté. Donc voilà, on y viendra bien un jour, j'imagine. Toi, ta position un peu entre guillemets morale vis-à-vis du scantrad, elle est comment? Parce qu'on sait, certes, c'est illégal, mais comme disait Ilias tout à l'heure, bon, ça répond aussi à une absence un peu de propositions légales. Toi, en tant que lecteur, en tant qu'être humain, entre guillemets, et aussi en tant qu'éditeur, tu te places comment par rapport à ça? Moi, j'ai la double casquette, c'est-à-dire que je comprends parfaitement que des gens qui ne trouvent pas de manière légale des choses qui sont disponibles par ailleurs gratuitement se rabattent sur les sites de scantrad. Je le comprends parfaitement, et on va pas se mentir et être hypocrite. Moi, dans ma folle jeunesse, ça m'est arrivé de regarder des trucs pirates aussi, hein. Pour autant, ça reste pas bien, tout simplement. Pas que du point de vue de l'éditeur, mais du point de vue de l'auteur. Moi, je suis toujours du côté des auteurs. Et je pars du principe que si quelqu'un passe, et Dieu sait que c'est un métier difficile, mangaka, je pars du principe que si quelqu'un passe des jours et des nuits à se détruire la santé pour écrire des histoires qui sont bien, et ben, il mérite d'avoir une rémunération, tout simplement. Donc, je comprends qu'on le fasse. Mais je pense que quand on le fait, de la même manière que je l'ai fait moi par le passé, hein, il faut se sentir un petit peu sale et il ne faut pas se dire je le fais et nique la police, quoi. Donc je comprends ça. Après, là où c'est beaucoup plus problématique, c'est qu'il y a des sites de scantrad pour lesquels c'est devenu un véritable business. Oui.
et tu as des agrégateurs, tu as des sites qui engrangent des dizaines de milliers d'euros de publicité par mois, etc. Donc, autant je peux parfois entendre le discours, nous on fait ça bénévolement pour faire découvrir la culture, etc. Bon, légalement, ça vaut ce que ça vaut, mais je veux dire, je ne vais pas aller défoncer la porte de ces gens-là avec un pied de biche pour dire va pourrir en prison, pourriture communiste. Mais quand ça devient un business assumé comme ça, c'est vraiment problématique et ça dépend. Voilà, là, pour le coup, ça tombe sous le coup de peine de justice, quoi, tout simplement. D'autant qu'en plus, généralement, ces agrégateurs-là qui font énormément de fric, c'est ceux qui ne font pas de scantrad. Hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ils ne produisent rien en plus. Après, moi, du point de vue de Kiyun tout court, ce discours-là, à la fois, je l'entends, et parfois, il est un petit peu hypocrite aussi, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Kiyun, c'est un éditeur qui a fait son succès pendant longtemps sur des séries qui n'étaient pas connues, identifiées au Japon, et qui se sont imposées comme des succès en France. Nous, c'est moins le cas aujourd'hui, parce que il y aura Katana Jujutsu Kaisen, mais pendant très longtemps, nos séries, il y en avait 0 qui était disponible en Scantrad, et du moment où c'est devenu des succès en France, tu les trouvais sur les sites de Scantrad. Donc Scantrad pour faire découvrir des séries, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi un peu de l'hypocrisie parfois à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, sans culpabiliser les utilisateurs et en étant bien conscient que le manque de solutions légales fait que de toute façon, enfin, je veux dire, si tu tapes sur les gens, il faut que tu aies quelque chose de légal à leur proposer à côté. Si tu n'as rien à proposer, tu travailles pour proposer quelque chose, mais tu joues pas les flics en vadrouille, quoi. Ok, très bien. On parle de manga numérique. Le type de BD qui se lit vachement en numérique en ce moment, c'est le webtoon. Ouais. Et récemment, Kiyun s'est assez positionné également sur le webtoon, notamment via le label Toon que vous avez lancé. Notamment avec Bâtard, du coup, qui est un très bon titre que j'ai adoré. Hein. Vraiment, je l'ai découvert avec la sortie du tome 1. Alors, c'est quoi ton rapport aussi au webtoon finalement? Est-ce que tu penses que le webtoon a un avenir en France tel que le manga, qu'il y aura une explosion? Est-ce que c'est le moment? C'est quoi un petit peu ton point de vue sur le webtoon? Avant même d'avoir un avenir, il a un présent déjà le webtoon en France, parce que l'application webtoon là, qui existe depuis presque un an maintenant, si je dis pas de bêtises, est un énorme succès en France et ils ont déjà près d'1 million d'utilisateurs, je crois. Donc clairement, il y a une grande partie des lecteurs qui sont sensibles à la lecture webtoon. Nous, clairement, chez Kiyun, on n'est pas positionné comme un gros acteur sur le segment du webtoon. C'est-à-dire qu'on a cette collection-là. C'était important d'avoir une collection à part parce que c'est un format, une fabrication et des bouquins qui sont complètement différents de ceux qu'on propose dans notre collection manga. Donc, il fallait que ça se démarque un petit peu. Mais on ne va pas être comme K-Books ou Webtoon ou Dailytoon, etc. À proposer beaucoup de Webtoon. On va en faire peu et qui soit le plus cohérent possible avec la ligne éditoriale de Kiyun pour que ça ne sorte pas de nulle part. Et je pense que c'était le cas avec Bâtard. Kiyun, pendant longtemps, on a eu et aujourd'hui encore, on a eu une image d'éditeur très présent sur le segment des thrillers, des polars, etc. Et du coup, Bâtard, ça s'intègre parfaitement là-dedans. Et je trouve que ce type de narration-là apporte un vrai vent de fraîcheur dans le genre. Parce que il y a une espèce de frénésie, d'urgence à la lecture qui fait que voilà, tu as un rythme de lecture qui est beaucoup plus intense, quoi. Et donc, moi, ça m'intéressait pour ça, parce que ça nous permettait de compléter notre offre éditoriale chez Kiyun sur le thriller et le polar en injectant du sang neuf. Maintenant, si je suis parfaitement honnête, et je ne devrais peut-être pas le dire parce que ce n'est pas de la bonne publicité, mais moi, je considère qu'en webtoon, il y a un énorme travail de tri à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, franchement, qui ne valent pas du tout, encore une fois, de mon point de vue, le coup d'être édité. Alors, le travail de tri, il existe en manga aussi. Hein. Il ne s'agit pas de dire que le manga, tout est génial, que webtoon, tout est pourri. Mais de toute façon, je ne trouve pas... il y a des choses qui sont géniales, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vraiment sont très médiocres, quoi. Et donc, je ne me voyais pas lancer un label avec une dizaine de nouveautés à l'année parce que tout simplement,
j'aurais pas réussi à trouver suffisamment de titres qui m'intéressent ou que j'estime dignes d'être publiés en France. Donc, de la même manière que par le passé, au sein de Kiyun, on a publié des auteurs coréens. King of Eden, par exemple, qui était un thriller archéologique, c'était un bouquin coréen. On en a toujours fait un petit peu de temps en temps quand on trouvait des choses dont on estimait qu'elles étaient dignes d'être publiées. Le webtoon, ce sera pareil. On en aura de temps en temps quand on estimera que c'est suffisamment quali et raccord avec le catalogue de Kiyun. Mais encore une fois, de la même manière que c'est notre philosophie pour le manga, on n'est pas là pour sortir des trucs juste pour le principe de les sortir et juste parce que c'est dans l'air du temps. Parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps. Effectivement, c'est une espèce d'Eldorado éditorial dans lequel s'engouffrent plein d'éditeurs. Et je comprends pourquoi. Mais moi, ça me parle pas suffisamment pour que j'y aille en mode 10 nouveautés par an, quoi. Ok, très bien. Xavier, tu voulais parler aussi de la collection Latitude. Latitude, moi, c'est clairement un de mes gros coups de cœur, Latitude. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Latitude, c'est votre collection grand format, un peu, c'est avec un peu des formats de luxe et tout. Comment? Oui, je dis c'est ça. Okay. Et du coup, moi, je veux savoir un peu déjà pourquoi Latitude, comment est-ce que vous sélectionnez les tomes, notamment parce qu'il y a des trucs, c'est assez intéressant, notamment Bright Story qui sort à la fois en petit et en grand. Donc ça c'est super intéressant, je trouve aussi. Par exemple, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3 de Manon, il y a la moitié des pages qui sont en couleur du tome, et pourtant le prix il a pas bougé. Donc moi je veux savoir un peu comment ça s'est passé ces trucs là. Aussi pour Emma, avant c'était chez Kurokawa, je sais plus si vous l'avez repris pour Latitude, parce que c'était en même temps chez Kurokawa. Non, c'était avant chez Kurokawa, et on a réédité nous par la suite dans un format différent. Latitude en fait c'est une collection qui est née d'un constat simple. Après qu'on ait gagné le prix de la meilleure série pour Bright Stories à Angoulême en 2012, on a eu plein d'échanges avec des libraires et avec des spécialistes de la BD côté franco-belge qui nous disaient qu'ils adoraient le Kaoru Mori, qu'ils adoraient Bright Stories, mais qu'ils n'arrivaient pas à le conseiller ou à le vendre à leurs clients un peu plus âgés, 30, 40, 50 ans, qui étaient des lecteurs de bande dessinée franco-belge ou des lecteurs de romans graphiques, parce que le format manga, ils n'y arrivaient pas. Parfois pour des raisons complètement pragmatiques, ils sont devenus astigmates, ils ont des lunettes et les textes sont trop petits, ils n'arrivent pas à les lire. Et ils ont besoin d'un plus grand format. Et donc voilà, ça c'est un constat que de nombreux libraires nous ont remonté. Et dans le même temps, on ouvrait notre catalogue justement à des œuvres de chez Kodansha et Shogakukan, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on avait accès à tout un nouveau pan de la publication, de la production japonaise. Et donc il y a eu ce double timing-là qui faisait que on a décidé qu'on allait créer une collection qui serait une espèce de maison pour le manga d'auteur, qui nous permettrait de faire des choses en grand format avec un tarif un petit peu plus élevé, mais qui nous permettrait aussi du coup de faire des fabrications plus sympas, qui nous permettrait, comme c'est le cas, Xena, tu citais Emmanuel tout à l'heure, de faire des cahiers de 32 pages en couleur si on avait envie, sans que ce soit économiquement un problème, quoi. Et donc, cette collection, elle est là pour accueillir des mangas d'auteurs atypiques dans le dessin, dans la narration, et de leur offrir un écrin qui soit à la hauteur de la qualité des auteurs, quoi. Mais du coup, c'est une collection aussi qui n'a pas d'objectif en nombre de sorties par an. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à la fois je fais une collection de mangas d'auteurs avec un grand A et dire je vais en sortir 10 par an. On en sort quand on trouve des séries qui sont adéquates pour être dans cette collection-là, tout simplement. C'est ça, parce que du coup, c'est pas juste. Parce que moi, à la base, c'était un peu ça que je pensais. C'était pour vraiment les mangas qui ont des qualités graphiques qui méritaient d'être mis en avant vraiment sur un grand format. Là, typiquement, Emmanon, oui. L'île errante, oui. Mais du coup, il y a aussi ce côté un peu parler à un public peut-être un peu plus âgé. Exactement, et qui n'est pas forcément connaisseur ou spécialiste de manga, mais qui est susceptible de s'y intéresser. Tu vois, le paradoxe de ces lecteurs-là, c'est que pendant très très longtemps, ils ont lu du Taniguchi, mais en considérant pas ça comme du manga, en fait. Alors que c'en est, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais eux, ils lisaient du Taniguchi, ils lisaient l'auteur.
Ouais. Ils lisaient pas du manga dans leur esprit. Moi, je m'en fous. Mon combat, c'est juste de faire lire du manga à des gens qui pensent que c'est pas pro, qui pensent que c'est du manga ou pas. C'est secondaire. Mais pour arriver à mettre des mangas dans la main d'une certaine catégorie de lecteurs, parfois c'est important et c'est utile de s'adapter à des formats auxquels ils sont plus habitués. Et en plus, c'est pas vraiment bâtard dans le sens où les planches manga, les magazines de prépublication manga au départ, ils sont de toute façon dans ce format-là. Donc c'est pas comme si on agrandissait des choses qui n'avaient pas vocation à être publiées à ce format-là. Donc, non, mais c'est vrai que c'est une très belle collection, Latitude. Et on parlait de Brave Story aussi, qui est une. Brave Stories, qui est une très bonne. Ouais, il y a les Emanon qui sont géniaux et que je conseille à tout le monde. Tetsuya Toyoda aussi, Godwells, Coffee Time, c'est très très bien. C'est des auteurs qui sont forcément moins identifiés que ne peuvent l'être ceux de notre collection shonen, mais vraiment ça vaut le coup de s'y pencher. Et en plus, souvent, c'est des one-shots ou des séries courtes. Donc, on peut les essayer sans s'engager sur 10 ans ou 15 ans. Ok, très bien. Il y a aussi, je voulais rapidement également évoquer une de vos grosses actus du moment, c'est l'entre éphémère, que vous avez pas mal teasé sur les réseaux sociaux, au fil du temps, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu maintenant? La boutique éphémère, c'est ça? Ça a coupé un peu, j'ai pas bien entendu. L'entre éphémère. Ouais, c'est ça, l'entre éphémère. L'entre éphémère, c'est parti tout simplement de la situation de l'an dernier. Covid, et puis la disparition de tous les événements, Salon du Livre, Angoulême, Japan Expo, qui sont des événements que nous, on aime particulièrement parce que c'est le seul lien physique qu'on a avec nos lecteurs, en fait. Le métier d'éditeur, il est super paradoxal parce que d'un côté, tu vois les chiffres de vente et tu vois les séries qui s'écoulent bien et donc tu sais que tu as des lecteurs, tu as des réseaux sociaux et tu as des gens qui réagissent, qui te posent des questions, etc. Mais en même temps, tu les vois très peu souvent tes lecteurs, en fait. C'est pour ça qu'on aime bien les salons et c'est pour ça qu'on y est souvent présent de manière assez importante pour faire la fête avec nos fans, tout simplement. Et comme ça avait disparu, on voulait absolument trouver un moyen de recréer un peu le contact avec les lecteurs, mais de manière un petit peu plus restreinte. Et voilà quoi. Du coup, dès l'an dernier, en fait, l'été, on a fait une tournée qui s'appelle le Kiun Summer Tour, qui était une espèce de tournée dans toute la France chez les libraires directement, où on faisait voyager des animations qu'on avait préparées pour des salons comme le Salon du Livre ou Japan Expo notamment. Et donc, on les faisait voyager dans les librairies et les fans pouvaient se pointer, ils pouvaient faire une activité en réalité virtuelle où tu avais le premier chapitre de La couleur tombée du ciel avec un doublage sur l'intégralité du truc. Tu avais des bornes de jeux vidéo, My Hero Academia, Watch Justice, tu avais des expos de planches, tu avais des photocalls, des choses comme ça. Bref, l'idée, c'était de faire des animations et distribuer des goodies à nos lecteurs, mais dans des conditions où c'était facile de le faire sans qu'il y ait agglutinement de 100 000 personnes, quoi. Donc ça a été super bien réussi par les libraires et par les fans. Et donc là, cette année-là, comme il n'y a toujours pas d'événementiel, il n'y a toujours pas de Japan Expo, de Salon du Livre, etc., on a décidé carrément de faire un pop-up store, une boutique éphémère, dans laquelle, évidemment, il y aurait des bouquins disponibles à la vente, mais surtout dans laquelle il y aura plein d'activités autour de nos licences fortes du moment. Donc là, notamment, on a un Cthulhu géant qu'on a recréé avec un atelier qui sera mis en scène dans la boutique en question. On a des expos de planches, on aura des auteurs en dédicace, on a des figurines de partenaires qui seront en display aussi. Bref, ça va être un endroit sympa où passer un petit peu de temps et discuter avec des membres de l'équipe Kiun, quoi. Très très bien. Franchement, très bonne initiative et c'est cool de pouvoir reconnecter un petit peu quand même dans la vraie vie. Donc très très bonne initiative. On va conclure tranquillement parce qu'on a beaucoup parlé de beaucoup de choses et c'est très intéressant, mais finalement, on n'a pas parlé de plein de titres qu'on adore chez Kiun. Donc on va faire rapidement des petits mots, mais vraiment rapides. Déjà, je voudrais te remercier particulièrement pour Aria The Masterpiece. Nous l'avoir ressorti, c'était vraiment
Je suis super content de pouvoir le faire, mais c'est aussi, alors désolé, on en revient encore et toujours au blockbuster, mais c'est ce que ça te permet de faire aussi. C'est-à-dire que quand tu as une vision à long terme avec des séries comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen et que ça fait entrer des sous, bah, ces sous-là, ils servent aussi à faire des choses qui sont un petit peu plus compliquées et dont tu sais que ça te fera pas manger à la fin du mois, quoi. Et moi, Kozue Amano, c'est une autrice que j'adore. J'adore la tranche de vie tout court déjà en manga. Amanchu, c'est une série que j'adore, mais qui a été un flop monstrueux, retentissant dans l'histoire de Ki-un. Aria, c'est une série qui me tenait à cœur aussi, mais qui avait déjà été publiée avant par un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui revenait au Japon sur le devant de la scène avec cette édition Perfect qui est magnifique, qui est grand format avec plein de pages couleurs, etc. Et donc bah voilà, les éditeurs, c'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi de dire très souvent d'ailleurs, bah tant pis, je vais perdre des thunes, mais celui-là il faut le faire, quoi. Mais oui, mais tellement, mais le bouquin est magnifique. Très fidèle finalement à la version japonaise, hein. C'est quasiment le même bouquin, mais le titre. Ouais, mais vraiment, lisez, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne l'ont pas lu, lisez-le, surtout en ce moment où on est tous un peu enfermés chez nous et on ne voit pas grand-chose. Ça fait s'évader, c'est ultra poétique, c'est incroyablement bien dessiné, c'est bienveillant et bon enfant. Et puis c'est que 7 tomes, quoi. Donc, ouais, allez-y. Ne t'inquiète pas, je fais la propagande chaque semaine ici. Non, je leur casse la tête à Caria, mais c'est tellement. A raison. Oui, c'est tellement bien. Donc il faut en parler. Beastars, bien sûr, bien évidemment. Merci encore une fois, Beastars. Beastars, c'est une série extraordinaire, et c'est d'autant plus extraordinaire que c'est la première série de son autrice, et que quand elle l'a commencé, elle avait combien elle avait 23, 24 ans, je sais plus. Et que faire une série comme ça du premier coup, avec des personnages aussi aboutis, avec un univers aussi cohérent et avec une patte graphique qui a absolument rien à voir avec ce que dans la production manga habituellement, elle est forte, elle est super forte, et en plus c'est une personne adorable. On a eu la chance de l'inviter à Angoulême l'année du lancement de la série. Elle est douée et en plus elle est persévérante parce que ça n'a pas été facile pour elle. Comme vous le savez, c'est la fille d'un mangaka qui est un petit peu connu, on va dire, qui a vendu quelques dizaines de millions d'exemplaires. À peine. Voilà. Faut le nommer peut-être, non? C'est le Baki, quoi. Genre, c'est. Voilà. Et ça n'a pas été facile pour elle au départ parce que c'était la fille d'eux. Ouais. Et autant, effectivement, parfois, être fils d'eux, ça peut t'aider, ça peut t'ouvrir à des portes. Elle, ça ne lui aura pas vraiment ouvert. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas faire de manga au départ, elle s'intéressait plutôt au cinéma. Mais elle a persévéré et sans se servir du nom de son père et sans surfer là-dessus, elle a réussi à faire un truc incroyable et complètement différent. Et aujourd'hui, c'est une autrice à part entière. Et Beastars, non, c'est une série incroyable que là aussi, je vous invite tous à lire si vous ne l'avez pas lu jusqu'à présent. Montez dans le train, les amis. Il n'est pas trop tard. Là, c'est vrai que Paru Utagaki, je vois dans le chat Madriski qui dit Paru Utagaki n'est plus la fille d'eux aujourd'hui. Ah ouais, non, elle n'est plus la fille d'eux. Et Dieu sait que c'est dur de sortir de ce statut de fils d'eux ou de fille d'eux. Donc, c'est largement mérité dans son cas. Ouais, Beastars, on adore, clairement. On adore. Ça, pour le coup, je fais une petite parenthèse, mais c'est aussi une super bonne nouvelle pour le manga, parce que Beastars, non seulement est un gros succès critique, mais c'est aussi un énorme succès commercial. C'est une de nos séries qui fonctionne le plus en ce moment. Ah ouais, ça marche bien ça. Ouais, ça marche super bien. On est à plus de 250 000 exemplaires vendus. Mais non, un gros carton. Quoi? Incroyable. Ouais. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment une de nos grandes fiertés chez Ki-un, c'est quand on arrive à faire des succès de séries comme Beastars ou Bright Stories ou Silent Voice ou Magus of the Library ou la collection des Shadows de Lovecraft, des séries comme ça, dont on se dit comme ça au départ sur le papier, jamais de la vie, et pourtant ça arrive à s'imposer. Mais c'est aussi la preuve que le lectorat manga aujourd'hui, quand tu travailles bien et que tu vends bien tes séries, tu arrives à le sortir un petit peu de sa zone de confort, quoi.
Bah, Et ils sont curieux. Les lecteurs aujourd'hui sont de plus en plus curieux. Et nous, une série qu'on a sortie en début d'année là, qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire, qui est génial, avec un personnage féminin qui s'appelle Mao Mao, qui est extraordinaire. C'est un énorme succès, un énorme démarrage. Et pourtant, c'est un manga sur des intrigues de cour et des empoisonnements dans la Chine médiévale. Donc sur le papier, c'est pareil, tu te dis jamais de la vie. Et pourtant, énorme succès. Donc aujourd'hui, le lectorat français, il arrive vraiment de plus en plus à sortir de sa zone de confort. Et je pense vraiment qu'à partir du moment où l'éditeur il part du principe que c'est pas parce que c'est atypique, que c'est pas parce que c'est un peu chelou, c'est pas parce que le graphisme est un petit peu bizarre. Si tu mets la main à la poche et que tu investis de la même manière que tu investirais pour un gros middle-seller shonen ou seinen, aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bah, franchement, ce que tu nous dis sur Beastars, ça me fait hyper plaisir en termes de chiffres, que ça marche autant. Je ne le pensais pas, et tant mieux, franchement, tant mieux. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied pour les Carnets de l'apothicaire que j'allais citer juste après. Donc oui, excellent titre également. Je vous le recommande, mais foncez. Et vraiment, il y a le 3e tome qui arrive très bientôt. Donc allez-y. On adore Peru Itagaki. On aime également beaucoup Shuzo Oshimi. Ouais, Shuzo Oshimi, c'est un auteur incroyable qu'on a publié pour la première fois avec Les Fleurs du Mal. Avec Les Fleurs du Mal, pardon, je perds un moment. Pas de souci. Et maintenant, actuellement, avec les Liens du Sang, lui, c'est un auteur extraordinaire qui arrive à transmettre le malaise, mais mieux que n'importe qui, quoi. C'est-à-dire que Les Liens du Sang, c'est une lecture, à chaque fois qu'il y a un tome qui paraît... je ne les lis pas au chapitre, parce que ça me frustre trop au chapitre. Je ne lis pas dans le magazine de prépublication, je les lis au tome, et à chaque fois qu'il y a un tome qui paraît au Japon, je le lis, c'est l'affaire de 15 minutes, mais je vais dire, ça te prend aux tripes, ça te les noue, ça te les retourne dans tous les sens, et une semaine après, tu as encore ta lecture dans la tête, quoi. Les émotions qu'il arrive à passer dans les non-dits, dans les silences, dans les échanges de regards entre les personnages, etc., c'est extraordinaire. Et comme c'est quelqu'un qui a eu une vie compliquée, qui a un rapport très compliqué à sa mère, notamment, et qui met beaucoup de son vécu et de son expérience. Alors, il a poussé personne au-dessus d'une falaise, hein, je vous rassure, mais qui met beaucoup de son propre vécu dans ses mangas. C'est saisissant, quoi. C'est une expérience de lecture rare. Je veux dire, il y a plein de mangas que tu lis et que tu apprécies énormément sur le coup, et que tu peux oublier une heure après les avoir lus. Moi, les mangas de Shuzo Oshimi, des semaines, des mois après leur lecture, je les ai encore en tête, quoi. J'ai des planches qui sont gravées dans ma mémoire à vie, tellement elles sont fortes. Ok, non, mais c'est... Bref, auteur extraordinaire. On fera notre maximum pour faire venir un jour en France, parce qu'il a énormément de choses à raconter. J'espère que ça pourra se faire un jour. Je vous invite à découvrir, que ce soit chez Kiyun avec Les Fleurs du Mal ou les Liens du Sang, ou chez d'autres éditeurs, Happiness, Dans l'intimité de Marie, qui sont des œuvres aussi qui valent vraiment le coup d'être découvertes. Ah bah j'espère que tu arriveras à nous le ramener en France, parce que pour le coup, une petite dédicace de Chine, une petite interview de Chine pour Team Manga, écoute... Non, c'est clair que c'est un très grand auteur qu'on aime beaucoup dans la team. Ouais. Aussi, un des gros coups de cœur qu'on a eu en ce début d'année, chez Kiyun, je parle même au nom de la team, et même dans le chat, je pense que vous avez... Mariko. Exactement. Mais oui, monsieur. Qui lui a donné le document? Non, mais oui, bien sûr. Qui là aussi est un manga extraordinaire, et qui est là aussi est la première œuvre d'une autrice qui s'appelle Waka Hirako, qu'on est extrêmement fier d'avoir au catalogue, parce que là aussi, comme pour Paru Itagaki, un tel niveau de maîtrise graphique et scénaristique pour un premier bouquin, c'est extraordinaire, quoi. C'est dur, c'est un bouquin qui est dur, qui parle de choses qui sont pas rigolotes, et qui pour autant, on n'est pas dans le violon permanent, et on n'est pas dans le tir-larme facile. Je trouve que là où elle est brillante, c'est qu'à la fois, elle arrive à parler de deuil, de suicide, de mal-être, de dépression, de manière crue et directe et sans filtre, mais en même temps, elle le fait par le biais d'un personnage qui est haut en couleur, qui est complètement iconoclaste, qui
elle parle fort, quand elle mange fort, elle crie sur tout le monde, elle travaille mal au bureau, c'est un peu Onizuka, c'est un peu un Onizuka du 21e siècle, quoi. Et c'est le grand écart entre ce personnage-là et les situations qu'elle affronte qui rend, je trouve, le bouquin d'autant plus fort. C'est pas juste les violons, vous allez chialer, c'est super puissant et graphiquement c'est extraordinaire. Il y a un côté brut et plein de rage dans son dessin qui se transmet dans toutes ses planches, qui est là aussi vraiment c'est admirable. One shot, allez-y. C'est un peu moins de 10 €. Et c'est une autrice que nous, en tout cas, on va suivre chez Kiyun, dont on a hâte de lire les prochains ouvrages. Et qui a aussi un très très beau succès, un bouquin qu'on a déjà réimprimé et qui a trouvé son public. J'avais un petit peu peur parce que parler de suicide, de deuil, de dépression en ce moment avec la pandémie, j'avais peur que les gens ils aient plutôt envie de rigoler, mais le public a été présent. Les critiques ont été dithyrambiques et on a bien été accompagné par la presse spécialisée, la presse mainstream pour ce bouquin. Donc super bouquin que je vous recommande tous. Bon, de ce que tu dis, je pense qu'on peut te faire confiance. Le recueil qui vient de sortir au Japon il n'y a pas longtemps, d'histoire courte, ça... Ah, j'ai dit que je parlais pas de licence, mais... Bon, allez, on va lui faire confiance sur là. On va lui faire confiance, mais voilà. Non, on espère en voir plus. Ah, et en plus, elle a énormément de choses à dire et à raconter. Dans My Broken Mariko, en fait, on a... Comme c'est quelqu'un qui... Les mangaka, vous savez, c'est un peu pile ou face. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont brillants, mais qui sont nuls en interview, par exemple. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas parler de leur travail, ils ne sont pas bons pour ça, ils ont envie de s'exprimer au travers de leur planche et de leur bouquin, point final. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident, les interviews. Tu as souvent des réponses oui, non, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Elle a beaucoup de choses à raconter, et du coup, on a mis dans le one-shot de My Broken Mariko, on a mis une longue interview de l'autrice qui n'est pas présente dans la version originale du bouquin, et qu'on a réalisé par l'intermédiaire justement des gens qui sont dans notre bureau à Tokyo, et qu'on a intégré dans le bouquin parce que je trouve que c'était super intéressant après la lecture de My Broken Mariko que l'autrice nous raconte comment lui est venue l'idée, de quel personnage et de quelle situation elle s'est inspirée pour développer les personnages et tout ça. Et c'est super à ne pas lire avant la lecture, mais après c'est un super complément. Et c'est riche en enseignements. Vraiment, je vous recommande ça. Le petit one-shot aussi qui l'accompagne. Bon, ouais, dans le one-shot, la petite histoire courte. Qui suit et qui, pareil, en quelques dizaines de pages, elle arrive à poser une intrigue des personnages et des enjeux dramatiques très, très forts. Elle est super douée pour les histoires courtes. Maintenant, j'ai hâte de la voir dans un format un petit peu plus long, peut-être. Ouais, nous aussi. En tout cas, je vois dans le chat, il y a plein de titres cités. Même nous, encore, on en avait tellement encore à en parler. Franchement, je trouve que c'est même pas parce que tu es là, mais je trouve que Kiyun, vous avez un des meilleurs catalogues, je trouve, un des plus variés, un des plus divers et un des plus qualitatifs. Donc, c'est vrai qu'on vous parlait de tellement de choses, mais là, on n'a plus beaucoup de temps. C'est super gentil. En tout cas, vraiment, je le dis sans essayer de vendre ma cam ou quoi que ce soit, on a la chance de pouvoir se permettre de ne sortir que les bouquins qu'on a envie de sortir. Donc, si le public adhère, c'est la récompense ultime. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, les amis. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps. On va pas faire de recommandations. J'ai préféré profiter d'Ahmed qui était avec nous. Oui. On avait tellement de questions et tellement de choses à dire. Donc, on va pas faire les recommandations comme d'habitude en fin d'émission. Je vois que vous avez peut-être des questions. Malheureusement, on se les gardera peut-être pour une autre fois si Ahmed veut revenir un jour. Il est lui quand vous voulez. Avec l'image cette fois. J'espère bien. Mais en tout cas, c'était super intéressant tout ça. Vraiment, souvent, ton nom revient. Tu vois, ton nom revient souvent dans les émissions quand on a des invités. Ouais. Souvent, on entend souvent parler d'Ahmed. Maintenant, Ahmed, on l'a ramené. Voilà, ça fait plaisir. Vous l'avez eu pendant plus d'1 heure maintenant, même un peu plus. On a bien débordé, mais en même temps, c'était tellement intéressant. Donc, non, franchement, on a beaucoup de chance en France. Il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui sont en place dans des maisons comme on parlait de Greg tout à l'heure, ou de Bruno chez Akata. Il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui sont des gens qui ne sont pas là par hasard.
qui aiment ça, qui ont appris la langue par amour du manga, de l'animation, etc. Et du coup, je pense que ça se ressent dans les discours et dans les catalogues. Ça, c'est cool. On a de la chance. Ouais, c'est vrai, totalement. Bon, en tout cas, dites-nous si vous avez aimé, mais je pense que vous avez tous aimé, hein, comme je pense que c'était vraiment très cool. Ce qui est cool, c'est qu'on l'avait présenté un petit peu l'émission, je vous le dis franchement, autour de Jujutsu Kaisen. En vrai, on voulait pas parler que de Jujutsu Kaisen, et je suis content qu'on ait pu aborder quand même d'autres. Je suis très étonné que personne ne m'ait posé la question du fanbook de Jujutsu Kaisen. Je t'avoue qu'on l'avait dans le, on l'avait dans le déroulé. Je t'avoue. Maintenant, réponse. On voulait pas te la poser parce que je vois que tu voulais pas trop dévoiler des trucs. Bah, mais la réponse c'est pour My Hero Academia, hein, voilà, donc c'est pour ça que j'étais pas posé. Il faut être cohérent aussi, c'est un bouquin qui est sorti au Japon avec le tome 15. Ouais. Quel est l'intérêt de sortir là maintenant tout de suite un bouquin qui spoilerait des événements que personne n'a vu ou découvert encore en France, c'est pas cohérent. Donc, soyez détendus, on y travaille et arrêtez de nous pourrir nos news à chaque fois. Il arrivera quand il arrivera, détendez-vous. Mangafort qui dit dans le chat, qui dit une vérité, hein, il l'a fait pour My Hero Academia. Bah oui. Voilà, vous inquiétez pas. Je pense que... Par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez annoncé déjà pas mal de choses autour de My Hero et de Jujutsu Kaisen, dont des agendas, par exemple, pour la rentrée. Voilà, ça c'est par exemple des trucs assez sympathiques. Si vous êtes à l'école encore et que vous voulez un petit agenda Jujutsu Kaisen ou My Hero, voilà, faites-vous plaisir. Ça fait toujours plaisir pour vous, pour votre petit frère ou petite sœur. C'est toujours cool. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Très bien. Tout le monde est bon. Écoutez, mais merci. Ouais, voilà, on rappelle, merci. Ouais, tu viens de me le rappeler, Xela. Semaine prochaine, on revient à 20h. Hein. Team Manga Show, ça revient à 20h. Donc soyez là, comme d'habitude, hein, on vous fait confiance. Et tout au long de la semaine également pour des lives divers et variés. Merci beaucoup, Ahmed, d'être resté. C'était très chouette. Et à bientôt, du coup, dans le vrai monde. Bah, on espère vraiment très vite. donc merci à toi d'être passé. Ça me tenait à cœur que tu viennes et tu l'as fait, donc c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis également, comme d'habitude. Des gros bisous. On espère que vous allez passer une bonne fin de week-end et une bonne semaine derrière. On se retrouve la semaine prochaine à 20h au même endroit, comme d'habitude, pour le Team Manga Show. Merci à tous. Ciao, ciao. Des bisous. Salut. Thank you.